Bonsoir à tous. Nous sommes malheureusement victimes d'un problème technique qui nous oblige à enregistrer cette conférence et à ne plus la voir en direct. Vous nous découvrirez donc vraisemblablement demain. Je suis ravie néanmoins de vous accueillir pour cette conférence en ligne. Je suis Irène Strajnik, conseillère municipale déléguée à la démocratie locale, et j'ai le plaisir de recevoir ce soir le docteur Alexis Bourla, psychiatre et psychothérapeute à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Bonsoir Alexis Bourla, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Désolée pour ce contretemps technique qui ne gâchera rien, à la qualité du contenu que vous allez nous présenter. Ce soir, nous allons aborder ensemble un sujet d'actualité, la crise sanitaire et économique que nous traversons et ses impacts sur notre morale. Docteur Bourla, vous allez nous permettre de mieux comprendre cette situation, d'en décoder les impacts sur notre cerveau, mais vous allez également nous équiper avec des outils accessibles pour résister à la déprime. Cette conférence devrait durer environ 1 heure. Nous ne pourrons malheureusement pas prendre de questions en direct, mais nous les collecterons par la suite. Et si vous le voulez bien, nous y répondrons a posteriori pour nos auditeurs. Docteur Bourla, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis Alexis Bourla, je suis psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, dans un service qui est spécialisé dans les troubles dépressifs et les troubles bipolaires, dans les troubles anxieux aussi. On a une vocation particulière sur tout ce qui est troubles résistants. Donc, on s'intéresse principalement à toutes les maladies qui n'évoluent pas correctement sous traitement. Et en ce moment, ce qui nous intéresse beaucoup, évidemment, c'est l'impact que peut avoir le Covid et le confinement sur nos patients, et sur les syndromes dépressifs, sur les troubles anxieux et sur tout ça. On va essayer d'en parler un petit peu lors de cette conférence. Mmh. Euh, et puis, du coup, pour me présenter, je commencerai aussi par dire que je n'ai pas de conflit d'intérêts. Je travaille à Saint-Antoine, je travaille aussi dans un groupe qui s'appelle le groupe INICEA, mais à part ça, je ne reçois aucune subvention de la part des laboratoires pharmaceutiques. Voilà. Vous faites Et bien l'une de des le raisons pour lesquelles l'une des raisons pour lesquelles vous m'avez invité, je pense, c'est oui. aussi parce qu'avec mes collègues de Saint-Antoine, hein, donc avec le docteur Mouchabak et le professeur Ferreri, on a une chaîne YouTube qu'on a créée lors du premier confinement, en fait, hein, qui s'appelle Conseil au cerveau confiné, et dans laquelle on essaie de donner un maximum de conseils hein, sur comment essayer de vivre sereinement ce confinement. Donc, c'est beaucoup de conseils de bon sens, mais vous allez voir que quand on les applique, ça permet quand même de limiter au maximum l'anxiété et les syndromes dépressifs en lien avec la situation actuelle. Très bien. Hem, Docteur Bourla, quel état des lieux dressez-vous de cette situation justement et comment cette crise, impacte-t-elle nos cerveaux? Ben, je commencerai en disant que tout le monde a entendu un petit peu les déclarations de nos dirigeants ces derniers temps, entre le directeur général de la santé et le ministre de la santé, qui ont tous les deux à un jour d'intervalle, euh, un petit peu alerté tout le monde sur l'état de la santé mentale des Français. J'ai envie de dire que clairement, il se passe quelque chose. Ça fait des mois et des mois, hein, de toute façon, que la plupart des psychiatres, des psychologues, des médecins sur le terrain, de tous les gens qui sont dans le médico-social, on va dire, poussent un certain nombre de cris d'alarme sur le fait que la situation est en train de se dégrader. Et alors, il y a une raison, hein, si jamais le ministre Véran a expliqué ça récemment, hein, c'était le 18 novembre, c'est parce qu'en réalité, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, en fait, c'est une étude qui s'appelle CoviPrep, qui est une Mmh. étude qui date qui a été mise en place en fait lors du premier confinement. C'est une étude sur un grand nombre de personnes où on va recueillir un certain nombre d'indicateurs, notamment des indicateurs en lien avec l'anxiété, le sommeil, la dépression, mais il n'y a pas que ça. Il y a eu tout un tas de questions sur comment les Français appliquent les mesures d'hygiène, est-ce que les Français les plus anxieux appliquent mieux les mesures d'hygiène, etc., etc. Donc il y a tout un tas de questions dans cette base de données. Ils ont fait en fait des vagues de questionnaires à intervalles réguliers, donc quasiment une fois par mois. Ils ont interrogé les Français pour essayer de savoir comment ça évoluait en termes d'anxiété, de dépression, de problèmes de sommeil. Alors du coup, quand on va sur leur site et qu'on regarde les données de manière concrète, Oui. on tombe sur ce type de tableau. Alors c'est difficile à décoder, mais globalement, ce qu'on peut voir quand même, c'est, vous voyez, qu'il y a plusieurs vagues qui ont été faites. Oui. Donc la première vague, c'était du 23 au 25 mars. Mmh. Et en fait, le tableau, il défile comme ça, hein, donc sur la dépression, l'anxiété, les problèmes de sommeil, etc. Et puis la dernière vague en cours, c'est la vague du 17, c'est la vague numéro 17, pardon, qui reprend des données de début novembre. Alors du D'accord. coup, je vais vous traduire un peu ces chiffres hein, qui sont difficiles à voir comme ça. La meilleure façon de les traduire, c'est
de les mettre sous forme de courbe, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette courbe-là? La première chose à voir, c'est cette barre-là, ici. Cette barre des 10%. Donc ça, c'est un tableau en pourcentage. Ce qu'on voit sur cette barre des 10%, c'est le niveau habituel, en fait, de gens qui déclarent un épisode dépressif en France avant le confinement, avant la première vague, si vous voulez. C'est déjà énorme de se dire qu'il y a quasiment 10% des gens, en temps normal, qui déclarent avoir vécu un épisode dépressif au cours des 12 derniers mois. C'est-à-dire que dans l'année, voilà, il y a quasiment une personne sur 10 qui a les symptômes de la dépression. On verra tout à l'heure ce que c'est que les symptômes de la dépression, parce que c'est souvent confondu avec la déprime, avec de la tristesse, avec des choses comme ça, alors qu'en fait, il y a une définition médicale de ce que c'est que la dépression. Alors, ce qu'on voit en tout cas sur ce graphique, et ça se voit encore plus sur celui-là, c'est que clairement, ça a mis à peu près 1 mois et demi pour monter entre 10% et 20%. Ça, c'était en mars, d'accord? Donc, ça date du premier confinement. Au premier confinement, ça a mis 1 mois pour monter. C'est resté relativement stable. Globalement, il y a eu un petit décrochage ici, mais pareil, en avril, fin avril, on était de nouveau à 20% de la population. Et puis après, ça a mis quelques mois pour se normaliser. Donc, on voit quasiment que ça a mis 6 mois pour retrouver un niveau aux alentours de 10%. Et puis forcément, avec le nouveau confinement, la nouvelle vague, la seconde vague, ça a remonté de manière importante et ça a même dépassé le niveau que ça avait eu lors de la première. Donc, on a quasiment doublé le nombre de syndromes dépressifs. Ça s'est vu à la première vague, ça s'est vu à la deuxième vague de la même façon. Et on voit évidemment que ça monte beaucoup plus vite que ça ne descend. Ça a mis 6 mois pour se normaliser lors de la première fois. On ne sait pas combien de temps ça mettra pour se normaliser lors de cette seconde vague. Très bien. Alors justement, donc, quelle proportion ça a pris en termes de dépression enregistrée? Est-ce qu'on a doublé le nombre de dépressions Là, oui, on a clairement doublé. On a clairement doublé notre nombre de dépressions puisqu'on est passé de 10 à 20. Donc, pareil pour d'autres choses. Les scores d'anxiété ont augmenté. Là aussi, les scores d'anxiété, ils ont été évalués comment? Ils ont été évalués par des échelles. Tout ça, c'est pas uniquement, on n'a pas juste demandé aux gens est-ce que vous vous sentez déprimé, est-ce que vous vous sentez anxieux. En fait, ils ont utilisé une échelle particulière d'anxiété qui s'appelle l'échelle d'Hamilton, qui est une échelle qui permet d'évaluer plusieurs dimensions de l'anxiété et de la dépression, qui permet de savoir si les gens sont anxieux. Donc là, actuellement, sur la dernière vague de leur évaluation, il y a quasiment 15 à 25% des gens qui ont des scores d'anxiété très élevés. Donc 25% des gens, c'est une personne sur 4 qui a des scores d'anxiété élevés. Et c'est pareil pour le sommeil. Pour le sommeil, là encore, il y a beaucoup de gens qui déclarent des problèmes de sommeil, puisqu'on est quasiment 70% des gens à déclarer avoir eu des problèmes de sommeil lors de la semaine précédente. Donc, c'est quand même une proportion importante. D'accord ? L'autre chose que je tenais à dire, c'est qu'il semble qu'il y ait une différence importante aussi entre la première et la deuxième vague par rapport à ça. La tonalité même des syndromes dépressifs ou des troubles anxieux qu'on a ne sont pas identiques. Lors de la première vague, on avait des syndromes dépressifs, on avait des troubles anxieux, mais il y avait paradoxalement chez certains patients une sorte d'apaisement. C'est un peu étonnant de le dire comme ça, mais il y avait eu quand même une sorte d'amélioration pour certains patients, et puis d'autres patients qui, eux, avaient clairement décompensé quelque chose. L'une des explications à ça, alors c'est pas clair, mais c'est quand même qu'il y a vraisemblablement un état de sidération lors de la première vague, et un sentiment qu'on a tous été mis un peu dans le même panier. On a tous traversé une épreuve commune lors de cette première vague et de ce premier confinement. On était confronté à un virus que personne ne connaissait, on avait des informations qui venaient de plein de sources différentes, c'était très compliqué. Il y avait une lutte. Les gens ont décidé un peu de lutter contre ça, ce qui fait que certes, les scores ont beaucoup augmenté, la dépression, on est passé de 10 à 20%, certes, ça ne change pas, mais il y avait quand même une dimension différente. Les syndromes dépressifs qu'on voit actuellement lors de la seconde vague sont encore plus graves, encore plus sévères que lors de la première. Pareil pour les troubles anxieux. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Alors, l'une des hypothèses, c'est tout simplement qu'il y a un effet de lassitude, quand même assez important. Il y a quelque chose qui a changé. Cette sidération initiale, on ne l'a plus. Il y a toutes les difficultés qu'on a eues avec toutes les affaires, toutes les polémiques sur les masques, toutes ces choses-là, qui ont beaucoup lassé les gens. Et puis cette dimension de ne plus être tous dans le même sac aussi, qui joue beaucoup, puisque là, il y a des gens qui vont travailler, il y a des gens qui ne vont pas travailler, il y a des gens qui... voilà, il y a une vraie différence entre les gens
actuellement. Et on a l'impression qu'autant le premier confinement réduisait certains écarts, autant ce second confinement les maximise. Il y a une Oui. énorme différence entre les gens avec ce second confinement. Du coup, quand on regarde un petit peu la différence entre avant et après le Covid, si on regarde les différentes dimensions dont on a parlé, ben la dépression, elle a effectivement fait x2, hein, on est passé de 10 à 20. Les troubles anxieux sont globalement restés quasiment stables, hein, on est passé de 15 à 20%. Mhm. Les troubles du sommeil, eux, par contre, ont Explosé. énormément augmenté, hein. On Oui. est passé de 20 à 65% de gens qui présentent des troubles du sommeil. D'accord. Alors, sachant que quand on parle de troubles du sommeil, on va voir un petit peu après ce que ça veut dire. Évidemment, il ne faut pas imaginer que c'est des insomnies ultra sévères, hein. Dans les questions qui avaient été posées lors de cette étude, troubles du sommeil, ça s'entendait comme avoir eu un petit peu ou beaucoup de difficultés à s'endormir lors de certaines nuits de la semaine précédente. Donc ça peut s'appliquer effectivement quasiment à tout le monde, en fait, hein. On peut tous avoir partiellement des problèmes de sommeil. Mais j'imagine que c'est quand ça perdure que ça devient qu'il y a un seuil critique Exactement. et que c'est là qu'on doit commencer à s'inquiéter. Exactement. On va voir ça tout à l'heure, mais globalement, c'est la persistance du trouble, le retentissement du trouble, hein, qui fait qu'on doit s'inquiéter. Donc, comme je le disais, en tout cas, cette différence entre la première et la seconde vague, Ouais. elle est nette. Elle est vraiment nette. Alors, voilà, je pense que ça tient à plusieurs éléments. Le sentiment d'agacement, de frustration qu'on retrouve lors de la seconde vague est beaucoup plus important que lors de la première. Et puis, la question aussi qui revient assez souvent quand on discute avec les patients, c'est la question du sens. Quel sens ça a tout ça? Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont comparé la période que l'on traverse aux périodes de guerre. Donc, ça a été dit Oui. dans les discours du président. On entend Mhm. voilà, tout un vocabulaire guerrier sur le sujet. Mais quand il y a une guerre, globalement, on sait comment les choses se passent. On sait qu'il y a un combat qui est à mener, on sait qu'on a sa vie qui est en danger, on sait tout ça. Alors, personne ici n'a fait la guerre, évidemment, mais on imagine en tout cas qu'on peut savoir qu'il y a un sens à la guerre. Là, dans ce qui est en train de se passer, il y a une perte de sens complète. Il n'y a aucun sens à tout ce qui est en train de se passer. C'est un virus qu'on ne comprend pas, c'est des mesures parfois qu'on ne comprend pas. Mhm. Il y a des gens qui vont très bien les accepter et qui vont les appliquer. Il y en a d'autres qui vont complètement les refuser. Il y a tout un tas de thèses sur le sujet qui sont voilà, qui émergent à la conscience. Euh, il y a un tel brouillard autour de tout ça que ça ne peut être que confusiogène. D'accord. Ça crée de la confusion. Et quand le cerveau est confus, il souffre. D'accord. Donc il y a cette souffrance qui est actuellement importante. Et j'ai une question par rapport à ça. Je vois bien effectivement la différence essentielle entre ces 2 confinements et le fait que finalement l'impact du deuxième est beaucoup plus grand, sur le moral général et sur les personnes qui étaient déjà, dans des épisodes dépressifs. Mais est-ce que la saison a aussi un impact? Le premier confinement s'est fait au printemps, donc c'était le premier, mais c'était aussi au printemps, à une période où la lumière est beaucoup plus importante. Là, le deuxième arrive effectivement dans une phase où on rentre progressivement vers l'hiver, le jour a baissé. On parle de dépression saisonnière souvent à l'automne. Est-ce que vous observez que ça peut avoir un impact? Alors oui, tout à fait, ça peut avoir un impact, hein. En fait, là, va se surajouter tout un tas d'éléments, à savoir la frustration, l'agacement, etc. Mmh. La perte de luminosité, j'en discute justement dans les conduites à tenir pour essayer d'aller Ouais, mieux, a un impact extrêmement fort, hein. Les dépressions saisonnières, alors évidemment, ça ne touche pas tout le monde, la dépression saisonnière. Il y a oui, certaines personnes qui savent, souvent les gens qui sont atteints de dépression saisonnière, ils savent que ouais. les hivers pour eux sont difficiles. Ils savent qu'ils ont plus de fatigue, qu'à partir du moment où les jours se raccourcissent, ils se sentent un peu las, ils se sentent beaucoup plus fatigués, ils ont envie de dormir plus, se réfugier quasiment dans le sommeil. Parfois, ils ont une appétence supplémentaire pour les sucres, les hydrates de carbone, des choses comme ça. Mmh. Donc, on sait que la dépression saisonnière, c'est un véritable phénomène assez important qui potentiellement, effectivement, vient se surajouter à tout ça. Mais les gens actuellement qui souffrent de dépression et de syndrome dépressif, parfois n'ont absolument jamais eu d'antécédent de dépression saisonnière. D'accord. Là, les gens qu'on voit actuellement dans les courbes, ça peut être des gens tout venant. Et d'ailleurs, les études enfin, l'étude qui a été faite hein, montre que c'est surtout les jeunes qui souffrent de dépression, hein. Le taux est maximal chez les jeunes et chez les travailleurs. Mmh. Ils n'ont pas fait d'études pour savoir si les gens souffraient avant de dépression saisonnière spécifiquement. Les gens qui souffraient de dépression dans le passé, les gens qui avaient des antécédents dépressifs, les gens qui avaient des antécédents de troubles anxieux, de troubles psychiatriques, évidemment ont un risque surajouté Mmh. d'avoir une dépression et d'être moins bien lors de ce second confinement. Ça, c'est assez évident. Pour autant, il est très compliqué de savoir quel est l'impact spécifique de la dépression saisonnière sur l'état actuel des Français.
ça reste, je ne dis pas que c'est anecdotique, hein, la dépression saisonnière, hein, ça peut être extrêmement important, mais c'est difficile de savoir quelle est la part de dépression saisonnière dans cette courbe Sur cette courbe. ascendante. D'accord? Très bien. Donc, à mon sens, ce qui pourrait être intéressant aussi de réfléchir, c'est quelle est la définition de la dépression? Quelle est la définition de l'anxiété? Quelle est la définition de l'insomnie? Parce qu'on en parle, là, on a parlé de dépression saisonnière, on a parlé de dépression, de déprime, d'anxiété. En fait, on peut difficilement savoir de quoi on parle si on ne l'a pas défini avant. Mais si par exemple je me sens, c'est ça, c'est effectivement la question. Si moi je me sens déprimée parce que, on en a assez de pas voir ses proches, on sait que Noël sera limité cette année, quoi qu'on en pense ou quoi qu'on en dise, ce ne sera pas forcément pareil que les années précédentes. Est-ce que ça signifie qu'on fait réellement une dépression ou est-ce que c'est quelque chose de temporaire? Bah, justement, c'est vraiment une question de définition. Il faut vraiment qu'on se mette d'accord sur ce sur quoi Sur on parle. quoi? Mmh. Euh, la dépression au sens médical n'a pas le même sens que la dépression quand on entend dans les médias, à la radio, dans les films. Il y a très souvent une espèce de confusion sur ce que c'est que la dépression. Donc, le plus simple, c'est de prendre un peu cet exemple-là. Mmh Ça, mh. c'est le continuum du normal au pathologique. Il faut bien comprendre qu'initialement, devant toute situation, on peut avoir une réaction physiologique. Par exemple, une réaction physiologique, c'est la réaction du corps. Typiquement, devant l'angoisse, on a tous des angoisses, hein, et c'est normal, on peut tous avoir peur de quelque chose, on peut tous être déprimés par quelque chose, c'est-à-dire ressentir de la tristesse. Ça, c'est une réaction qui est quasiment physiologique, c'est-à-dire qu'on va se sentir triste, c'est une émotion qui va émerger à la conscience, on va se sentir angoissé, et ça va avoir un impact quasiment physique. C'est-à-dire qu'on va ressentir son cœur qui palpite, on va ressentir ses larmes qui montent, on va ressentir quelque chose quasiment physique. Parfois, cette réaction physiologique est la conséquence de quelque chose. Il s'est passé Mmh. quelque chose de négatif et donc du coup, ben, je suis angoissé ou je pleure. Parfois, on va avoir d'abord quelque chose de chimique et de physique en nous qui va se passer, notamment justement dans les dépressions maladies. Quelqu'un qui souffre de dépression, de la vraie dépression maladie, c'est régulièrement un dysfonctionnement chimique qui peut être à l'origine de cette dépression. Alors, il y a plein d'hypothèses, évidemment, sur ce que c'est que la dépression. C'est toujours multifactoriel. Il y a plein de théories. Il va y avoir des théories plutôt psychanalytiques, des théories psychologiques, des théories très neurologiques, très neurobiologiques. Mais dans tous les cas de dépression, on sait qu'il y a des indicateurs physiologiques qui vont se modifier. Après la réaction physiologique qu'on peut tous avoir, il peut y avoir des réactions psychologiques, donc c'est-à-dire les pensées qui sont associées aux émotions, qui sont associées aux sensations physiologiques qu'on peut avoir. C'est ce qu'on appelle la réaction psychologique. C'est comment on va réfléchir à son angoisse, comment on va réagir psychologiquement à ce qu'on est en train de vivre. D'accord? Et Mmh. forcément, de ça découle une adaptation ou pas à la situation qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que si on vit un stress quel qu'il soit. Ça peut être le confinement, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être un licenciement, ça peut être un deuil, ça peut être, etc. Les réactions physiologiques qu'on va avoir, elles vont varier en intensité. Elles peuvent être un peu intenses, très intenses, extrêmement intenses, etc. Les réactions psychologiques aussi. On peut être, voilà, on peut être envahi de pensées non-stop, hein, ou on peut y penser de façon régulière. Cette adaptation, tout ça, ça va se traduire, si vous voulez, dans le comportement. Et ce comportement, il va être plus ou moins adapté finalement à la situation. On va avoir une réaction physiologique et psychologique plus ou moins adaptée au stress. On peut aussi aller un peu plus loin, rajouter un cran et avoir une souffrance. La souffrance n'est pas pathologique en soi. Le fait de souffrir, c'est un signal qu'on a au niveau de notre cerveau qui nous explique qu'il y a quelque chose qui nous fait du mal. Bon. Ouais. C'est normal de pouvoir avoir mal. Parfois, on reçoit des patients qui viennent parce qu'ils ont un deuil, hein, parce que voilà, ils ont perdu quelqu'un, et on a presque le sentiment que c'est pas normal de souffrir parce qu'on a perdu quelqu'un. Si, souffrir parce qu'on a perdu quelqu'un, c'est parfaitement normal. C'est une souffrance qui est adaptée. Le problème, c'est que parfois, dans un certain nombre de cas, cette souffrance, elle peut être dépassée. C'est-à-dire qu'elle va être pas adaptée. Alors, c'est très compliqué de quantifier quelle est l'adaptation. Typiquement, quand on parle du deuil, à partir de quel moment on considère que la souffrance est trop importante par rapport à ce qu'elle devrait être? À partir de quel moment on met le curseur, si vous voulez? Mmh. Ça, c'est très difficile à déterminer. Quelqu'un, par exemple, je vous donne un autre exemple, quelqu'un pour lequel la valeur travail est extrêmement importante, qui se fait licencier.
sa souffrance peut être extrêmement importante, alors que pour d'autres personnes qui vont accorder moins d'importance à leur travail, ils vont considérer que c'est une souffrance qui est complètement anormale, complètement dépassée, que la personne en fait beaucoup trop. D'accord. Ce qui va Bien sûr, compter en il y a un réalité, facteur subjectif qui est important, oui. la dimension subjective est extrêmement importante. Ce qui va compter, c'est même ça, c'est la souffrance en fait. À partir du moment où le patient souffre de manière trop importante par rapport à ses capacités d'adaptation, ça va avoir un retentissement. Et nous, ce qui nous intéresse en tant que praticien, en tant que médecin, c'est de savoir si ce retentissement est important. À partir du moment où le retentissement de cette souffrance est trop important, c'est-à-dire à partir du moment où la personne ne peut plus fonctionner, et fonctionner pas au sens robotique, hein, fonctionner, c'est être capable de se lever voilà, pour aller travailler, être capable de prendre du plaisir à faire certaines choses, etc. À partir du Ça, oui. moment où le retentissement fonctionnel est trop important, que la personne perd la capacité de fonctionner, Mmh. là, on peut considérer que la souffrance est dépassée. Et pareil, ce retentissement fonctionnel, on doit le quantifier. Ce n'est pas la même chose de ne pas pouvoir se lever pendant 2 jours parce qu'on est très triste, ou ne pas pouvoir se lever pendant 6 mois. Donc ce retentissement fonctionnel, il doit être important qualitativement, mais aussi quantitativement. Son intensité doit être importante, sa durée doit être importante, pour qu'on puisse parler vraiment de souffrance dépassée. D'accord. Mais c'est extrêmement subjectif. Alors les indicateurs objectifs de retentissement fonctionnel, comme je vous dis, ça va être la capacité à se concentrer pour aller au travail, la capacité à se concentrer pour faire ses études, la capacité à nouer des relations, à prendre du plaisir à le faire, etc., etc. Donc on a un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de comprendre si le retentissement est trop important. Et c'est en fonction de ça qu'on va savoir si le patient a dépassé sa souffrance. Mais est-ce que les gens viennent vous voir justement quand ça fait 2 jours qu'ils n'arrivent plus à se lever le matin ou quand ça fait 6 mois et quand finalement l'état dépressif est largement installé et la Alors, souffrance est dépassée depuis longtemps? ça, c'est très, très variable en fonction des gens. D'accord. Il y a des gens qui vont s'inquiéter très rapidement, il y a des gens au contraire qui vont laisser courir une dépression pendant 3 ans. C'est extrêmement variable. Ça dépend beaucoup aussi de la culture dans laquelle on est. Ça dépend de la culture du pays. Mmh. Il faut quand même bien voir une chose, hein, c'est qu'en France, la psychiatrie est extrêmement stigmatisée. Oui. Beaucoup de gens qui ne veulent pas aller voir le psychiatre parce qu'ils ont peur d'être mis d'emblée sous traitement. Il y a beaucoup de gens qui associent psychiatrie et folie. Il y a des Mmh. gens qui considèrent voilà, que s'ils vont voir un psy, c'est qu'il y a un problème Un problème. qui est trop compliqué, quoi. C'est que ça Mmh. ne va vraiment pas. Donc, ils préfèrent ne pas en parler. Et puis surtout, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens aussi qui ne sont pas à l'écoute de leurs propres émotions. C'est particulièrement difficile de faire la différence entre déprime et dépression, parce qu'il y a des gens qui vont pas bien saisir cette nuance. Ça va venir de façon très insidieuse, si vous voulez. Donc ça, c'est une difficulté supplémentaire. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont tendance à laisser évoluer les dépressions. Et on a un retard diagnostique actuellement qui est très important, Ouais, tant sur les dépressions unipolaires et encore plus sur les dépressions bipolaires. D'accord. Donc, on d'accord. va avoir beaucoup de retard diagnostique et on sait que ce qui va beaucoup compter dans le traitement d'une dépression, c'est la vitesse avec laquelle on la traite. Ce qu'on appelle la durée d'épisode non traité. Mmh. Combien de temps le patient passe en dépression sans être traité. Donc ça, c'est valable pour plein de maladies psychiatriques, hein. C'est valable pour la dépression, c'est valable pour la psychose, c'est valable pour la schizophrénie, c'est valable pour énormément de choses. À partir du moment où on laisse évoluer quelque chose, eh ben, on sait que ça va être un peu plus difficile à traiter. Alors, l'une des bonnes nouvelles, entre guillemets, c'est quand même que la dépression, un épisode de dépression, même sévère, dans un certain nombre de cas, ça passe quasiment spontanément. Alors, la durée moyenne d'un épisode dépressif non traité, c'est entre 8 mois et 1 an. D'accord. D'accord. Donc, c'est une moyenne. Une moyenne, ça veut dire qu'il y a des gens, ça va être réglé en 3 semaines, et d'autres gens, ça va être réglé en 3 ans, voire plus. Il y a des gens, ça ne va pas être réglé du tout. Il y a des gens qui vont transformer leur dépression, leur épisode de dépression, en dépression chronique, si vous voulez. Donc, ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Il y a des gens qui vont mettre en place tout un tas de choses pour aller mieux rapidement. Il y a des gens qui vont laisser les choses s'envenimer. Et donc, du coup, c'est très compliqué de gérer ça. Donc, une des choses qui est sûre, c'est qu'il faut repérer les épisodes de dépression rapidement et que quand on les traite, on gagne du temps. On gagne sur les 8 mois, par exemple, si on prend un épisode dépressif qui passerait spontanément en 1 an, grâce au traitement, ça passe en 1 mois, par exemple, un ou 2 mois. Alors on pourrait se dire, si ça dure 8 mois, c'est pas si grave que ça, ça va passer. Effectivement, C'est il y long a un quand même. risque. Alors c'est ça le problème, 10 c'est qu'en mois de fait, 8 mois, souffrance dépassée, c'est long. 8 mois de souffrance
8 mois de souffrance aussi intense que la dépression, c'est plus que long. Pendant cette période de 8 mois, il ne faut pas oublier que les gens ils peuvent se désociabiliser C'est complètement, ils ça, peuvent bien perdre sûr. leur famille, ils peuvent perdre leur travail, ils peuvent avoir des pensées suicidaires, ils peuvent parfois passer à l'acte. Donc en fait, on ne peut pas se permettre de laisser un épisode dépressif évoluer comme ça. C'est très important de pouvoir le soigner rapidement parce qu'on sait que c'est vraiment pronostic. Et on sait que plus on fait d'épisodes dépressifs, plus on est à risque d'en refaire par la suite. Quelqu'un qui fait un premier épisode dépressif a un risque non négligeable d'en refaire un plusieurs mois ou plusieurs années plus tard. Et plus on fait d'épisodes, plus on a le risque d'en refaire encore un supplémentaire, et plus on a le risque que cet épisode, ce nouvel épisode qu'on fait, soit difficile à traiter. Ce qui fait qu'on arrive parfois à des situations où on voit des patients arriver, ça fait leur 8e épisode dépressif, ils Ouais. n'ont régulièrement pas été pris en charge, ils ont préféré se débrouiller par eux-mêmes, ils arrivent à un 9e épisode dépressif qui est extrêmement sévère, où Ouais, c'est c'est sûr pour eux. impossible pour eux de s'en relever, et où les traitements, parfois, mettent beaucoup, beaucoup de temps à agir ou parfois ne fonctionnent pas ou très mal. Et donc, du coup, on est obligé de faire plusieurs séquences de soins thérapeutiques pour essayer de les sortir de cette dépression. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est important de bien faire cette nuance entre la dépression maladie et la simple déprime. Alors, Il pour faut ça, savoir se décoder, arriver à très comprendre soi-même important de ce qu'on savoir se traverse, décoder. s'écouter. Il faut savoir s'écouter, il faut faire confiance aussi à son entourage. Régulièrement, l'entourage peut dire on a le sentiment là qu'il y a un souci, ça ne va pas. Et plutôt que d'avoir un mouvement défensif immédiat qui consisterait à dire ils se trompent tous, moi je sais, je ne suis pas fou, parce que c'est souvent ça qu'on entend. Hein. Ouais. On entend des patients qui disent je ne vais pas aller voir, je ne vais pas me soigner, je ne suis pas fou. Mais la dépression, la déprime, ce n'est pas de la folie. Non. La dépression n'a rien à voir avec la folie. Donc, quand on veut définir ce que c'est que la dépression, il y a plein d'indicateurs. Alors, il y a plein de définitions différentes de la dépression. Là, j'ai pris la définition la plus communément acceptée, qui est une dépression, qui est la définition qu'on utilise en pratique clinique. Hein. Alors, évidemment, chacune de ces dimensions que je vous ai affichées là, il faut la quantifier. Quand on dit tristesse, ce n'est pas la même chose de se sentir triste 5 minutes par jour ou de se sentir triste toute la journée. Donc, on Circonstance. précise bien que c'est une tristesse dans la dépression qui est quasi permanente. Plus de 50% de la journée, plus d'un jour sur deux. C'est vraiment une tristesse qui est très importante et qui a une intensité importante. Si on devait coter la tristesse de la dépression sur une échelle, elle serait largement au-dessus de 6 sur 10. Vous voyez, c'est vraiment une tristesse qui est forte. Ce n'est pas le vague à l'âme, ce n'est pas juste voilà, un peu de tristesse. C'est une vraie tristesse. Les autres indicateurs importants, c'est la perte de l'élan vital. C'est-à-dire, en gros, on n'a plus cette envie de vivre. On perd cette envie de vivre avec parfois des idées de mort qui apparaissent, des idées suicidaires. Et donc, du coup, ça aussi, c'est un indicateur assez important. La perte du plaisir, la perte de la recherche du plaisir, le fait de sentir plus fortement le déplaisir, tout ça, ce sont aussi des indicateurs importants. Alors, la perte du plaisir, c'est ce qu'on appelle l'anédonie dans le vocabulaire psychiatrique. Ça, c'est un énorme marqueur de dépression. Ça me fait même partie théoriquement des critères majeurs de la dépression. Et ça, c'est assez typique. C'est le fait de ne plus avoir de plaisir à rien, de ne plus ressentir la moindre sensation de plaisir. Typiquement, les questions qu'on va poser, c'est avant, quand j'allais prendre un café avec mes amis, j'étais content, je ressentais des émotions. Là, j'ai plus aucune envie d'aller prendre un café avec mes amis, puisque de toute façon, je sais à l'avance que ça ne va pas être un moment agréable. Donc, j'ai plus envie de voir les gens, j'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de rien faire, en fait. C'est cette perte du plaisir, cette perte de l'élan vital qui est importante. À ça s'associe aussi beaucoup d'angoisse. Alors, l'angoisse, ça peut être des angoisses physiques, des sensations d'étouffement, une sensation de perdre le contrôle, des angoisses qui peuvent être purement psychiques aussi, juste être angoissé en permanence Mhm. pour tout. Voilà. Un critère aussi très important, et parfois c'est même un critère avant-coureur, parfois c'est un critère qui est quasiment le seul critère, c'est le ralentissement psychique et physique. C'est des gens qui nous disent bah, j'arrive plus à me concentrer, Ouais. j'arrive plus à rien faire, j'essaye d'aller à mon travail, mais ça marche pas. Je n'arrive plus à performer dans mon travail. Mhm. Et alors, ce qui est particulier avec le Covid, c'est que le Covid, les gens qui ont eu le Covid hein, décrivent parfois, dans un certain nombre de cas, un retentissement cognitif. Donc, ce qu'on appelle la cognition, c'est justement l'attention, la concentration, la mémoire, les capacités exécutives, c'est en fait le fonctionnement du cerveau, si vous voulez. Ouais. Dans la dépression, il est ralenti. On peut avoir un ralentissement psychique qui fait qu'on se sent, voilà, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à lire. Voilà, c'est assez typique. Et on va avoir des gens qui sont des grands lecteurs qui tout d'un coup n'arrivent pas à lire deux phrases à la suite. Dans le Covid,
on a vu dans un certain nombre de cas, il y a des unités maintenant qui sont spécialisées là-dedans à la Pitié-Salpêtrière, Mhm. qu'on peut avoir un ralentissement psychique, on peut avoir vraiment des troubles cognitifs Lié liés au au virus. Covid, voilà, qui passent dans un grand nombre de cas, mais qui ne sont pas inintéressants à explorer si jamais ils ne passent pas. Et on va avoir des patients qui vont faire, alors il faut le savoir que quand on a fait un épisode de Covid, hein, quand on a eu le Covid, il y a 20 à 30% des gens qui décrivent justement des symptômes un peu d'angoisse ou de dépression dans les suites. Alors on peut le comprendre, hein, parce que la maladie Covid en elle-même entraîne une fatigue extrêmement importante, entraîne des problèmes respiratoires, et les symptômes principaux de l'angoisse sont souvent des sensations respiratoires, hein. Dans l'angoisse, on peut avoir une sensation d'hyperventilation, prendre des grandes inspirations comme ça d'un seul coup. Dans le Covid, on peut avoir exactement la même chose. On peut avoir une hyperventilation liée au Covid. Si on associe à ça l'impression de ne plus pouvoir respirer, et puis toutes les angoisses psychiques liées à ça, avec l'idée qu'on ne va peut-être pas s'en sortir, avec, etc., etc., ça peut tout à fait monter en épingle pour entraîner de l'angoisse ou pour entraîner une dépression post-Covid. Dans cette dépression post-Covid, on peut avoir un ralentissement psychique et physique qui est lié à la dépression. Mais on peut aussi avoir un ralentissement physique et psychique qui est uniquement lié au Covid. Donc, on va avoir des patients qui vont faire de la dépression après le Covid. On va traiter leur dépression. Ils vont se sentir beaucoup mieux. Ils vont sortir complètement. Ils vont dire, bah voilà, j'ai plus de tristesse, je reprends du plaisir à faire les choses, je suis plus angoissé du tout, j'ai repris mon appétit, je dors beaucoup mieux. Mais j'arrive plus à me concentrer. Cette concentration reste défaillante. Donc ça, heureusement, on sait que ça passe. On sait que les symptômes cognitifs post-Covid passent dans la très, très, très grande majorité des cas, donc il ne faut pas s'inquiéter si jamais ça arrive. Ce n'est pas inintéressant de consulter son psychiatre, enfin un psychiatre, un neurologue, son médecin généraliste si jamais vraiment ça devient handicapant. Mais globalement, on sait que ça passe. On sait que ça peut arriver, on sait que ça passe, donc il ne faut pas trop s'inquiéter. On sait que l'angoisse liée au Covid aussi, ça passe. Le syndrome d'hyperventilation, où les gens ont l'impression d'étouffer un petit peu, on sait que heureusement, ça met un petit peu de temps pour récupérer, mais ça passe. Dans les autres symptômes de la dépression, on va avoir aussi des symptômes physiques, du coup, hein, une perte d'appétit, une perte du sommeil, etc. Alors, pris indépendamment, tous ces symptômes, on peut les avoir. On peut par moment manquer d'appétit, on peut par moment avoir des problèmes de sommeil, même par moment ne plus avoir de plaisir à rien, se sentir triste. On Oui, peut sans avoir ça être le signe d'une dépression installée. parce que ce qui va compter pour parler vraiment de dépression installée, c'est l'intensité de chacun de ces signes, le fait qu'ils soient tous ensemble, ou en tout cas qu'il y en ait suffisamment d'entre eux en même temps, la durée de ces signes, c'est-à-dire que ce n'est pas la même chose, comme je dis, si ça dure 2 jours ou si ça dure 15 jours ou un mois. Donc, classiquement, on dit qu'il faut au moins 15 jours pour parler de dépression. Mais en pratique, ça nous arrive parfois de voir des gens avant ce délai. Mais globalement, souvent, les critères qui sont retenus pour parler de dépression, c'est qu'il faut que ça dure au moins 15 jours. Et surtout, il faut qu'il y ait un retentissement important. Il faut que ça ait un impact sur le fonctionnement, sur la qualité de vie. Il faut que ça ait un impact sur la capacité voilà, à aller au travail, sur la capacité à se lever, etc. Donc, c'est la souffrance et le retentissement qui font vraiment cette dépression. Et pour bien comprendre ça, il y a un petit film très sympathique qui a été fait par la Fondation Pierre de Nicker, qui raconte l'histoire d'Antoine, qui est une personne atteinte de dépression. Et en fait, c'est une histoire au premier degré, donc c'est un court-métrage où on entend la voix de ce personnage qui raconte une dépression vécue de l'intérieur. Donc, je conseille à tout le monde d'aller voir ça parce que c'est vraiment très bien fait, où on comprend vraiment la difficulté qu'on a par rapport au fait qu'on peut tout à fait faire bonne figure et que pour autant, on peut être extrêmement déprimé. Ça permet de comprendre vraiment la perte du sens de la vie, la perte de l'élan vital qu'on peut ressentir. Vraiment, ce film, je le conseille vraiment à tout le monde parce que ça permet de comprendre un peu la dépression de l'intérieur et ça vaut le détour. Très bien. Si on va un petit peu sur les autres troubles, parce que là, du coup, on a parlé de la dépression. Il y a aussi l'angoisse, oui. Bah oui, l'angoisse, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que ce qui va compter, c'est le retentissement, la durée, les manifestations, etc. Il faut bien voir une chose. On a tous la possibilité d'être angoissés. On peut tous être extrêmement anxieux et c'est compliqué de savoir la différence d'ailleurs entre anxiété, angoisse. Voilà, ça, c'est des termes. Il y a certains auteurs qui considèrent que c'est la même chose. Il y en a d'autres qui considèrent que l'anxiété et l'angoisse, ce n'est pas la même chose. Que ce qui va faire la différence, c'est que dans un cas, il y a un objet, dans l'autre cas, c'est sans objet. Il y a des gens qui vont considérer que l'angoisse, c'est plus intense que l'anxiété, etc., etc. L'idée, là, ce n'est pas forcément de définir précisément ce que c'est que l'anxiété et l'angoisse. L'idée, c'est de dire, d'une part, que l'anxiété et l'angoisse, ce sont des symptômes
qui sont liées à la façon dont notre cerveau va traiter une information. C'est-à-dire qu'on va avoir un stress, on va avoir un stimuli qui va générer une peur. Cette peur, elle peut être compréhensible, elle peut être visible, on peut savoir ce qui nous fait peur, et parfois on ne sait pas ce qui nous fait peur. On va ressentir tout simplement des symptômes qui sont liés à la manifestation de peur, mais sans en comprendre l'objet. Et ça, c'est terrifiant de se dire que tout d'un coup, on peut avoir peur sans raison. Surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ne sémantisent pas le fait qu'ils ont peur. Ils ne Oui. savent pas que c'est de la peur, ils ne savent pas que c'est de l'angoisse. Ils vont juste ressentir les symptômes, mais ils ne vont pas savoir que c'est de l'angoisse. Donc ça, c'est encore plus terrifiant parce qu'ils vont ressentir en fait une sensation de malaise. C'est typiquement ce qu'on va retrouver dans certains troubles. Donc là, je vous ai mis une liste de certains troubles anxieux qui sont considérés comme des maladies. Ce n'est pas la même chose de se sentir angoissé et d'avoir un trouble anxieux. Là encore, ce qui va définir la frontière entre les deux, c'est le retentissement, le fait que la souffrance induite par le trouble est importante, et puis il y a tout un tas de critères qui permettent de définir. Donc, typiquement, le trouble panique, c'est la répétition d'attaques de panique. L'attaque de panique, ça a toute une liste de symptômes. Donc, il va y avoir, par exemple, une association d'oppression thoracique, de palpitations, de sueur froide, d'impression d'avoir des petits picotements dans la bouche ou d'avoir des petits picotements au bout des doigts. Et puis après, vont se surajouter des pensées en rapport avec ça, l'impression qu'on n'arrive plus à respirer, la sensation d'étouffer, l'impression qu'on est en train de faire un malaise, avec l'impression d'avoir des vertiges, l'impression de tomber dans les pommes. Tout ça, c'est une attaque de panique. Parfois, on sait pourquoi on a cette attaque de panique. On va se dire, bah, en fait, voilà, j'ai eu une espèce de crise d'angoisse parce que j'étais bloqué dans les transports. Une crise d'angoisse parce que j'avais voilà, j'avais eu la sensation euh, que, voilà, que j'étais, je ne sais pas moi, suivi dans la rue, etc. On peut avoir des déclencheurs qui font qu'on va déclencher une attaque de panique. Mais dans un certain nombre de cas, il n'y a pas de déclencheur. Dans un certain nombre de cas, tout va bien. Puis tout d'un coup, on a cette sensation de malaise. Alors là, c'est terrifiant, parce que du coup, on ne sait même pas ce qu'il faut éviter pour ne plus ressentir le malaise. Ouais. Dans l'agoraphobie, les gens qui justement vont avoir des craintes par rapport aux grands espaces ou par rapport aux foules, ils vont finir par éviter d'aller dans les endroits qui génèrent le malaise. D'accord ? Ce n'est pas la bonne technique. On sait Non, que mais ça ne règle pas le l'évitement, problème. ben non, ça ne règle pas le problème. On sait que l'évitement, au contraire, risque de pérenniser le problème. Donc, éviter n'est pas la solution. Mais les gens qui ont des attaques de panique sans aucune raison, ce n'est pas non plus très agréable. D'accord ? Donc, c'est important de comprendre d'où vient l'angoisse. Le trouble anxieux généralisé, c'est quand on se fait des soucis pour tout. Là, dans ce cas, l'angoisse, elle est constante. Quand le téléphone sonne, on va se dire c'est une mauvaise nouvelle, il y a le cœur qui palpite en permanence, on ne se sent pas bien, on a vraiment des sensations anxieuses, parfois avec raison, parfois sans raison, mais c'est quelque chose qui est généralisé. Ce n'est pas par attaque, ce n'est pas par crise, si vous voulez, comme dans le trouble panique. Puis il peut y avoir plein d'autres types de troubles anxieux. On peut avoir de l'anxiété sociale. Alors là, c'est quand l'anxiété est uniquement situationnelle. C'est quand c'est dans une situation où on est censé prendre la parole en public ou quand on est censé voir du monde, etc. Et puis avant, on mettait dans les troubles anxieux tout ce qui est le syndrome de stress post-traumatique Oui. ou le trouble obsessionnel compulsif. Alors ça, on a sorti ça du trouble anxieux parce que ce n'est pas tout à fait la même chose, même s'il peut y avoir de l'angoisse dans ces troubles-là, évidemment. Là, les troubles anxieux qu'on retrouve le plus dans le Covid et dans la période actuelle, ce sont quand même les attaques de panique et les troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire une sensation d'angoisse diffuse et massive. Ça, c'est ce qu'on retrouve le plus. Et les attaques de panique. Ce sont les deux choses qu'on retrouve le plus, et les attaques de panique avec hyperventilation. Il y a beaucoup de gens qui consultent aux urgences avec l'impression qu'ils sont en train d'avoir le Covid. Ils disent « je n'arrive plus à respirer ». Ouais. Ils ont une saturation qui est parfaite et ils n'ont pas le Covid. On leur fait une PCR, on leur fait tous les tests pour vérifier qu'ils aient ça. Ils n'ont pas le Covid, il n'y a pas d'inflammation pulmonaire, ils n'ont rien. Il y a juste un trouble anxieux. Et c'est très difficile parfois de faire la part des choses. Hein. Donc il faut faire attention avant d'étiqueter quelqu'un, avant de dire que cette personne a un trouble anxieux, évidemment, il faut l'explorer. Il faut essayer de diagnostiquer s'il n'y a pas autre chose. Parce qu'on peut aussi avoir des palpitations à cause voilà, un problème de tachycardie ou d'avoir quelque chose de pulmonaire ou de cardiologique qui puisse expliquer qu'on ait des angoisses. Donc, évidemment, avant de poser un diagnostic de trouble anxieux, de trouble dépressif, on fait le bilan. On fait un bilan assez exhaustif, on essaie de voir s'il n'y a pas d'autres maladies qui pourraient expliquer les symptômes, on essaie de voir si on fait parfois un bilan biologique, ça nous arrive parfois de faire une imagerie cérébrale. Donc évidemment, on va essayer d'explorer tout ça. D'accord ?
Mhm. Et enfin, pour l'insomnie, bah, vous avez compris le principe, hein. Ce qui va compter, c'est La répétition l'intensité. et l'intensité. Ce n'est pas la même chose d'avoir un problème un jour dans la semaine ou de se réveiller 3 fois par semaine toutes les nuits ou d'avoir des difficultés tous les jours. Et là encore, quand on s'intéresse à l'insomnie, il y a plein d'insomnies différentes. Ce n'est pas la même chose d'avoir du mal à s'endormir que d'avoir des réveils dans la nuit, que de se réveiller à 5 heures du matin et de ne pas pouvoir se rendormir. Et puis, ce qui compte, donc, comme je disais, c'est le retentissement. Donc, est-ce que le patient est obligé de dormir dans la journée? Et s'il dort, quelle quantité de sommeil, de combien est-ce qu'il a besoin de récupérer? Ce n'est pas la même chose de faire 30 minutes de sieste ou de ne pas pouvoir Bien sortir du sûr. lit parce qu'on dort toute la journée. Et puis, au bout du bout, ce qui va compter, c'est les répercussions de cette fatigue dans la journée, à savoir Oui. est-ce que le patient n'arrive plus à travailler, est-ce qu'il n'arrive plus à lire, est-ce qu'il n'arrive plus à conduire. Voilà. Donc tout ça mis bout à bout, que ce soit l'angoisse, l'anxiété, la dépression, les troubles du sommeil, évidemment, ça altère de manière très importante la qualité de vie, de Mhm. manière très importante. Euh, et comme je disais, l'idée, c'est pas de laisser évoluer ça, parce qu'on sait que malheureusement, il y a un gradient. Euh, on sait que le fait d'avoir du mal à s'endormir parfois peut entraîner des difficultés. Enfin, on sait que quand on dort mal pendant 1 heure, l'étape d'après, c'est d'avoir du mal à dormir pendant 3 heures. On sait que l'étape d'après, c'est d'être fatigué dans la journée, et ainsi de suite. Donc, il y a un gradient qui n'est pas systématique, hein. Il y a des gens qui vont avoir des difficultés qui vont être strictement les mêmes en permanence. D'accord. Ils mettent 1 heure pour s'endormir. Il n'y a pas beaucoup de souffrance, mais c'est embêtant pour eux. Il y a des gens, systématiquement, ils vont se réveiller de 4 heures à 5 heures du matin, mais ils vont réussir à se rendormir. Voilà. Et puis, il y a des gens, ça va commencer d'une certaine façon, et puis ça va évoluer. Ils vont commencer par avoir du mal à s'endormir, et puis après, ils vont avoir des On se réveils dans la découvrir, nuit, et puis ils ne vont plus etc. dormir du tout, ils vont faire des nuits blanches, et ainsi de suite. Et ce qui est particulier aussi, c'est qu'on sait que les 3 troubles dont je viens de parler, dépression, insomnie et troubles anxieux, c'est un peu des vases communicants. Oui. Quelqu'un qui fait des attaques de panique très régulièrement, à un moment, il va finir par en avoir marre. Quelqu'un qui, voilà, tous les 2 jours, fait une espèce de crise d'angoisse massive où il a peur de mourir. Ben, à un moment, ça a des répercussions sur sa qualité de vie. Ces Mhm. répercussions, elles vont avoir un impact sur son humeur, sur son moral. Et du Et tout coup, ça ben, creuse la dépression. ça fait le lit de la Bien dépression. sûr. Mm. On sait que dans les prodromes de la dépression, on sait que dans les symptômes qui arrivent dans les semaines ou les mois précédents, on sait qu'il va y avoir des problèmes de sommeil, on sait qu'il va y avoir des problèmes d'angoisse, et ainsi de suite. Donc, on sait que le sommeil fait le lit de la dépression, l'angoisse fait le lit de la dépression. Quand on est déprimé, on a des problèmes de sommeil. Quand on est déprimé, on a des angoisses, et ainsi de suite. Donc, tout peut finir par se mélanger. Et parfois, c'est très compliqué de savoir qui a commencé. Parfois, c'est Oui. très compliqué de savoir si c'est parce qu'on a commencé avec des angoisses qu'on finit par avoir de la dépression. C'est très compliqué de savoir si les angoisses sont intégrées dans la dépression et si c'était d'abord de la dépression puis des angoisses. Donc, c'est un vrai travail d'enquête parfois qu'il faut faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parce que le traitement ne serait pas le même? Alors, d'une part, le traitement ne serait pas le même, ni au niveau psychothérapeutique, c'est-à-dire ni dans les questions qu'on va poser, ni dans la façon qu'on va avoir de faire réfléchir le patient, ni même parfois dans les thérapeutiques. Alors, une des choses particulières, c'est que le traitement des troubles anxieux, alors là je vais parler au niveau médicamenteux, d'accord? Oui. Parce que le traitement non médicamenteux, c'est-à-dire la psychothérapie et les mesures d'hygiène de vie dont on va parler un petit peu tout à l'heure, ça c'est valable quasiment pour tout le monde. Et c'est intéressant à mettre en place, voilà, quelle que soit la situation, je pense que c'est indispensable quasiment. Au niveau thérapeutique, euh, les traitements qui fonctionnent dans la dépression sont aussi ceux qui fonctionnent dans l'angoisse, d'accord, dans les troubles anxieux. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'au niveau neurologique, au niveau neurobiologique, c'est plus ou moins des neuromédiateurs semblables. Donc, il va y avoir plusieurs neuromédiateurs, la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, enfin tout un tas de neuromédiateurs qui sont impliqués en fait dans ces manifestations d'angoisse, ces manifestations de dépression. C'est une manière assez simplifiée hein, que je vous donne là, hein. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais pour comprendre, on va avoir les mêmes traitements parfois qui fonctionnent dans l'angoisse et dans la dépression. Mais ça peut tout de même avoir un impact, hein, parce que si le trouble est d'abord anxieux, eh ben, on va essayer de travailler sur ce qui était à la source de l'angoisse au niveau psychothérapeutique. Alors que Mhm. si le trouble était d'abord dépressif, on va travailler d'abord sur la dépression. Mais in fine, on va avoir un travail comme assez intégratif où on va travailler sur tout. On va travailler sur cet ensemble.
D'accord. Et donc, si on reprend un petit peu cette histoire du normal au pathologique, hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, les points d'impact sur lesquels on va travailler, justement, ça va être la chimie, la Mmh. psychologie et l'environnement. Et on sait que tout ça va être impacté, tout ça va plus ou moins dysfonctionner à divers degrés pour entraîner éventuellement une maladie. Alors tout le monde, comme je disais, ne va pas avoir de dépression, maladie ou de troubles anxieux, hein. On peut tout Mais à donc, fait il y a une avoir une attaque de dynamique à panique dépression. par-ci par-là. Mais si on met bout à bout la chimie, la psychologie, l'environnement, et Ouais. que la souffrance est dépassée, que le retentissement fonctionnel est important, là on rentre dans ce qu'on appelle le trouble, d'accord, ou la maladie. Et là, c'est important malgré tout d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc si on s'intéresse à la chimie, par Mmh. exemple, alors ça c'est un modèle qui est pas complètement exact, c'est le modèle des trois cerveaux. Alors ça fait des années hein, qu'on parle de ça, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Bien sûr. C'est l'idée que voilà, on a un cerveau reptilien qui serait issu bah, voilà, de nos ancêtres. À l'époque, on était encore dans l'eau quasiment. Euh, on a un cerveau limbique qui serait le cerveau émotionnel, et Oui. on a un cerveau cognitif. Le cerveau cognitif, c'est le cortex préfrontal. C'est ce qui nous différencie un petit peu des autres animaux. Alors, tous les animaux ont dans leur cerveau une couche de cortex préfrontal quasiment. Mmh. Mais ce qui va nous différencier des autres, c'est la taille de ce cortex préfrontal. Donc, le cortex préfrontal, c'est facile, c'est la partie du cerveau qui est derrière le front, hein. Ce cortex préfrontal est très développé chez les humains et chez les grands singes. Et c'est vraiment ça qui va nous différencier des autres mammifères et des autres animaux, sachant que c'est aussi la partie du cerveau qui va nous permettre de sémantiser, de comprendre, de rationaliser, de résoudre certains problèmes. Ouais. Si on s'intéresse spécifiquement au cerveau reptilien, ce cerveau reptilien, il a été calibré, il a été fabriqué pendant des millions d'années, si vous voulez, pour avoir trois fonctions. Là encore, je simplifie évidemment, mais les fonctions principales de notre cerveau reptilien, c'est les réflexes de survie. C'est ce qui nous a Bien. permis de survivre. Et on résume ça par les trois F: fight, flee, freeze en anglais. Donc, Mmh. se battre, Se battre, s'enfuir, s'enfuir, vers le mort. exactement. Être paralysé. En Ouais. gros, freeze, c'est on ne bouge plus. Mmh. Et on ne bouge plus pourquoi? Parce que effectivement, quand on fait le mort, ben, des fois, on s'intéresse moins à nous. Donc, du coup, on évite le danger. On sait très bien que quand on est angoissé, on va ressentir un certain nombre de symptômes qui sont en fait juste les manifestations de notre cerveau reptilien qui envoie un message à notre corps qui nous dit là, il faut faire quelque chose, il faut bouger. Qu'est-ce qu'ils nous racontent les gens quand ils se sentent angoissés, quand ils font une crise d'angoisse? Ils nous disent il y a mon cœur qui s'est accéléré, Mmh. j'ai senti que je devenais tout blanc, tout livide. Mmh. C'était ça l'angoisse. J'ai senti comme des espèces de picotements dans le bout des doigts, j'ai eu ma respiration qui s'est accélérée, etc. C'est quoi tout ça? Les symptômes de cœur qui bat plus vite, de sang qui reflue du visage, c'est un réflexe de lutte en fait. C'est que le sang, pourquoi est-ce qu'il reflue? Parce qu'en fait, il est pompé par le cœur pour aller dans les membres inférieurs, pour nous permettre de partir en courant. Pour nous donner un impulse d'adrénaline et qu'on puisse partir très vite, très loin. Ouais. Exactement. Et Mmh. donc du coup, le problème actuellement, c'est que quand on fait une attaque de panique, on ne sait pas pour quelle raison on l'a fait. Et même si jamais on est confronté à une foule ou confronté à un espace immense ou au contraire qu'on est coincé dans un ascenseur, on ne peut pas partir en courant. On ne peut pas faire le mort, on ne peut pas se battre. Donc, on est confronté à ces symptômes sans trop savoir pourquoi. C'est assez discordant, c'est assez incohérent par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, on n'arrive pas à les comprendre. Et du coup, on va très mal les vivre. On va les vivre sur un mode de malaise. On va avoir une sensation vraiment très désagréable qui va être génératrice d'angoisse. Et après, on va essayer d'éviter les situations qui ont généré cette angoisse. Et pour éviter ces situations, on va être dans l'évitement. Et ce qui fait que quand on y sera confronté, parce qu'on n'a pas le choix, on est quand même parfois obligé de sortir, etc., et ben, du coup, l'angoisse va monter. Et on va refaire une attaque de panique, et donc, du coup, on va éviter de plus en plus, et ainsi de suite. Donc, l'une des techniques, évidemment, pour sortir de ce cercle vicieux, c'est de passer par des thérapies aussi corporelles, de passer par une kinésithérapie respiratoire quasiment, d'apprendre en fait à gérer son souffle. Une des principales choses pour lutter contre les attaques de panique, c'est la gestion du souffle. Donc, Ouais. ce qui nous permet en fait de modifier la fréquence cardiaque et ce qui nous permet en fait de reprendre le contrôle sur son corps. Donc ça, en tout cas, c'est le cerveau reptilien. C'est ces réflexes de survie qui sont particulièrement mis à mal en ce moment. Le deuxième cerveau, l'étage au-dessus, si vous voulez, c'est le cerveau limbique. Donc, le Mmh. cerveau limbique, c'est quoi? C'est les émotions.
la mémoire, tout un tas d'émotions. Alors, des émotions, on en a énormément, hein. Là, j'ai mis une rosace dans laquelle il y a un certain nombre d'émotions. La Oui, surprise, la joie, l'extase, la rage, la colère, la contrariété, la peur, l'appréhension, etc. Toutes ces émotions-là, c'est quasiment des ressentis. On les ressent sans forcément être capable de mettre des mots dessus. On le sait quand on est joyeux, et après on se dit: «Ah bah tiens, ça m'a procuré de la joie». Mais c'est d'abord quelque chose d'émotionnel, c'est d'abord quelque chose qui n'est pas sémantisé, l'émotion. Parce que ça vient d'une structure profonde du cerveau qui n'est pas complètement en contact avec notre conscience. Donc c'est pas si facile que ça de pouvoir mettre en place, heu, de pouvoir comprendre ses propres émotions. C'est une structure qui est profonde dans le cerveau. Et puis enfin, le cerveau cognitif, donc le cerveau préfrontal, c'est, comme j'ai dit, hein, c'est ce qui nous différencie des grands singes, enfin c'est ce qui nous rapproche des grands singes, mais ce qui nous différencie des bien, autres les espèces, si vous voulez. animaux. C'est cette partie du cerveau qui est très impliquée dans le raisonnement, Mhm. l'abstraction, la résolution de problèmes, la motivation, etc. Donc du coup, cette partie du cerveau, elle a pour particularité d'être quasiment presque la zone de la conscience de soi, si vous voulez. Ça nous permet de nous connecter avec les autres aires cérébrales et c'est ça qui nous permet quand on a une émotion, c'est ça qui nous permet de l'analyser. Mhm. D'accord. Et l'une des grandes particularités du cerveau, c'est, enfin en tout cas de cette partie-là du cerveau, c'est qu'il a la capacité d'inhiber d'inhiber le cerveau limbique. Ils D'accord. communiquent, les aires cérébrales, si vous voulez, c'est ça qui est impressionnant, communiquent entre elles. Donc il va y avoir en fait une communication entre le cortex préfrontal et le cerveau limbique, et le Pour cortex imiter l'émotion. préfrontal pour limiter les émotions, entre guillemets. En tout cas, ça a la capacité de limiter les émotions. C'est ça. Je vous donne un exemple. On se balade, vous vous baladez dans la forêt, et par terre, vous voyez quelque chose qui ressemble à un serpent. D'accord. Ouais. Tout de suite, vous allez avoir votre cerveau reptilien qui va s'agiter. Mm. Il va vous envoyer une décharge Oui, d'adrénaline, effectivement. Vous allez avoir votre cœur qui va se mettre à battre plus vite. Et vous allez avoir votre cerveau limbique qui va avoir peur. Il va générer une émotion. J'ai peur, je vois un serpent. Là, en même temps, tout ça se fait à peu près en même temps, votre cortex préfrontal va analyser la situation. C'est-à-dire que mm, d'un seul coup, il va se dire, mince, il y a un serpent, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fuis, il faut que je parte en courant, il faut que je saute, voilà, il faut que je me défende. Et imaginez que le cerveau préfrontal, en analysant la situation, se rende compte qu'en fait, ce n'est pas un serpent, c'est un tuyau d'arrosage. C'est une corde qui était par terre. Il va tout de suite se dire, c'est bon, je me suis trompé, oui, on se c'est pas calme. un Tout. serpent, il n'y a pas de raison de partir en courant, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais ça, vous allez pouvoir le sémantiser, vous allez pouvoir vous dire, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais ça se traduit au niveau neurologique par le fait que votre cerveau préfrontal va envoyer, via des neurones sérotoninergiques, via des neurones qui envoient de la sérotonine, une information à votre cerveau limbique, hein, en disant, on se détend, on se calme, ce n'est pas la peine de s'exciter comme ça, on se détend. Et du coup, bah, le cœur va se calmer, voilà, on La va plus respiration être. s'apaise et tout. Exactement. Et ça se fait en quelques microsecondes. Tout ça, ça se fait en quelques microsecondes. De- Alors, il va y avoir des gens qui peuvent, pour lesquels ça peut être dysfonctionnel. Typiquement, il y a des gens qui vont avoir un problème d'anxiété, justement, qui vont avoir des difficultés, donc ça, je vais en parler après, mais Ouais. qui vont avoir des difficultés dans cette régulation entre le cortex préfrontal et le cerveau limbique, et qui vont ne pas réussir à se calmer. Même s'ils voient bien que c'est pas un serpent, leur cœur va continuer à battre pendant 20 minutes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de particulier. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que ce cortex, ce cerveau limbique, peut aussi inhiber le cognitif. Si vous Ouais. voulez, c'est une espèce de boucle de rétrocontrôle. Le Mm. cognitif, le préfrontal peut inhiber le cerveau limbique émotionnel, mais le cerveau émotionnel peut inhiber le cognitif. C'est ce qu'on dit quand on dit que les émotions peuvent empêcher de raisonner. C'est ça. Alors, ça, c'est une phrase qu'on dit, mais au niveau neurologique, au niveau neurobiologique, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est complètement la réalité. Le cerveau limbique peut, en envoyant certains neurones, là encore, complètement saturer le système préfrontal et le paralyser complètement. Alors, nous empêcher complètement de réfléchir. Et d'ailleurs, on le voit bien, quand on est trop pris par l'émotion, c'est On clairement n'arrive pas le plus moment à de jouer aux penser. échecs. C'est clairement pas le moment de faire une partie de quoi que ce soit. On n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à lire, on n'arrivera pas à se concentrer. Les émotions nous empêchent de réfléchir, si vous voulez.
Parce que la réflexion consciente sémantisée, c'est le cortex préfrontal. Et bien ça, clairement, le système limbique nous l'empêche. Et alors, du coup, comment est-ce qu'ils communiquent ensemble, ces deux systèmes? En fait, ça communique par les neuromédiateurs, la sérotonine, la noradrénaline, la dopamine, le GABA et plein d'autres. Et c'est pour ça que les médicaments qu'on a en psychiatrie peuvent fonctionner. Parce que nos médicaments peuvent agir sur les neuromédiateurs. Et Donc, rééquilibrer. et l'objectif, c'est ça. L'objectif, c'est de rééquilibrer. Donc, par exemple, on sait que le cortex préfrontal, donc la partie en bleu, réussit à inhiber cette partie limbique grâce à des neurones qui envoient de la sérotonine. Donc, entre autres. Hein. Donc, on se dit que si jamais on augmente la sérotonine, ben, on a un peu plus de chances peut-être de lui permettre d'inhiber correctement les choses. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, voilà. Nos médicaments agissent sur les neuromédiateurs. Les neuromédiateurs, ce sont les agents de communication des aires cérébrales les unes avec les autres. Et notre objectif, si vous voulez, c'est de faire en sorte que cette boucle soit la plus apaisée possible et la plus fonctionnelle possible. Parce que quand il y a des problèmes, bah, ça va se traduire dans le comportement et ça va se traduire au niveau psychologique. Imaginez par exemple que le cortex préfrontal ne fonctionne pas. Si le cortex préfrontal ne fonctionne pas, il ne va pas être capable d'inhiber correctement le système limbique. Donc, on va avoir trop d'émotions, trop d'angoisse, trop de colère, trop de tristesse, trop de tout, quoi. Cette émotion va être incontrôlable. Donc, ça part d'un cortex préfrontal défaillant. Si maintenant, c'est l'inverse, c'est le système limbique qui est défaillant. Ce système limbique qui est défaillant, il peut par exemple trop inhiber le cortex préfrontal. Du coup, le cortex préfrontal ne fonctionne pas, on n'arrive plus à raisonner, on n'arrive plus à se concentrer, on n'arrive plus à se motiver, on n'arrive plus à tout un tas de choses. D'accord? Et du coup, ça nous amène à un concept qu'on appelle la balance cortico-sous-corticale. Donc la balance cortico-sous-corticale, vous l'avez compris par le symbole, c'est quel poids on attribue au cortex préfrontal, quel poids on attribue au système limbique, si vous voulez. L'objectif, c'est que ce soit équilibré. L'objectif, c'est que le cortex préfrontal puisse correctement inhiber le système limbique et que le système limbique puisse éventuellement inhiber le système préfrontal, mais pas trop, que les choses puissent se faire de la bonne façon. Et cette balance cortico-sous-corticale, elle va dépendre d'énormément de facteurs. Ça dépend de chacun, évidemment. Ça va dépendre de la génétique de chacun, du taux de neuromédiateur, parce qu'on est tous inégaux par rapport à ça. Il y a des gens qui vont naître avec un cortex préfrontal extrêmement performants, qui sont capables d'inhiber leurs émotions en claquant des doigts et qui n'ont aucun souci par rapport à ça. Il y a des gens qui vont avoir un système limbique extrêmement puissant et qui vont être très soumis aux émotions, etc. etc. Donc, on est tous très inégaux par rapport à tout ça, mais c'est un équilibre subtil. Généralement, même si on est très émotif, même si au contraire on est très dans le raisonnement, on a quand même cet équilibre. Ça ne se traduit pas par un trouble, si vous voulez. On arrive à fonctionner, comme je disais, on n'est pas déprimé, on n'est pas anxieux, ou on est anxieux de temps en temps, on est déprimé de temps en temps, mais ça ne va pas avoir de souffrance forte, ça ne va pas avoir de retentissement. Le problème, c'est quand il y a un dysfonctionnement de cette balance. Et les autres facteurs qui peuvent agir sur la balance, ça va être le stress, l'environnement dans lequel on évolue, la psychologie, la respiration, on peut jouer sur ça, la méditation, l'alimentation, l'activité physique. Il y a énormément de choses dans notre environnement qui peuvent agir sur notre cortex préfrontal, sur notre centre du raisonnement, si vous voulez, et sur notre système limbique. Et en ce moment, si je peux me permettre, on a quand même énormément de choses qui peuvent agir dessus. Entre le virus qui va agir sur nos peurs les plus profondes et le confinement qui nous donne le sentiment d'être en cage, c'est clairement un moment difficile pour cette balance cortico-sous-corticale où, normalement, l'idéal serait qu'il y ait un équilibre entre notre raisonnement et nos émotions. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Si on va un tout petit peu plus dans le détail, notre système limbique, en ce moment, il est suractivé. On a une suractivation extrêmement importante de notre système limbique émotionnel et éventuellement même de notre système reptilien. Pourquoi? Parce que quand on entend parler les gens à la télé, quand on entend parler les voisins, les collègues, quand on parle avec les gens en général, qu'est-ce qui vient comme image? Quand on parle de la pandémie, quand on parle du virus, pendant des semaines et des semaines, on nous a martelé un vocabulaire guerrier, on nous a mis dans la tête des images de guerre, et les images de guerre qui viennent le plus spontanément, si je vous demande de fermer les yeux et que je vous demande de penser à la guerre, vous allez avoir des images en noir et blanc des tranchées, vous allez avoir des films sur la guerre de 40-45, vous allez avoir des chars qui vont avancer, vous allez avoir, je sais pas, la guerre du Vietnam, vous allez avoir énormément d'images en fait qui peuvent vous venir en tête.
Ça, c'est des images qui, pour votre système limbique, sont comme autant de choses qui appuient sur le champignon, si vous voulez. On appuie sur votre système limbique en permanence avec ce vocabulaire-là. Pareil, quand on parle de grippe espagnole, quand on parle de pandémie, quand on parle de tout ça, on a des images qui nous viennent en tête. L'hôpital, la réanimation, tout le monde déteste aller à l'hôpital. La réanimation, on imagine des gens qui sont habillés en surblouse, en cosmonaute, des pieds à la tête, avec des bips de partout, des perfusions. Enfin, tout ça, ça réveille quoi? Ça réveille nos peurs les plus archaïques. Donc, c'est des peurs de survie qu'on va avoir. On va avoir peur pour sa vie. Et qu'est-ce qui se passe quand on a peur pour sa vie? On active ce système limbique, on active notre système reptilien, et du coup, on décharge en permanence des neuromédiateurs qui vont inhiber notre raisonnement. On va avoir en permanence des choses qui vont nous stresser. En fait, en écoutant ces mots, on se génère du stress. Ces peurs archaïques, comme je disais, elles vont inhiber complètement notre capacité de raisonnement et ça va entraîner une sidération. Ça va entraîner un freezing. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait au début du confinement. Oui. Quand on regarde tout ça, il y a eu d'abord une sidération un petit peu globale, et tout le monde qui a eu... voilà, les choses se sont mises à l'arrêt. Puis après, on a essayé de prendre un peu le pas, donc on est passé à la partie du combat. Et heureusement, il nous reste un tout petit peu de notre cortex préfrontal. Heureusement, le combat, quand on l'associe à un petit peu de raisonnement, ça nous permet de nous battre réellement. Ça nous permet de mettre en place des actions pour concrétiser le combat. Et comment ça s'est passé? Cette concrétisation du combat, les gens qui pouvaient se battre, ils l'ont fait. Les médecins, les livreurs, les gens qui ont travaillé pendant le premier confinement. Les autres l'ont soutenu. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui ont été empêchés de se battre. Il y avait plein de gens qui ont été mis un petit peu de côté. Il y a plein de gens à qui on a dit, et puis là, ça s'est repassé pour le deuxième confinement, à qui on a dit, vous n'êtes pas essentiel. Donc forcément, les gens qu'on empêche de se battre, eux, par contre, ça a des répercussions extrêmement négatives sur leur cerveau, puisque on a été à l'encontre d'un réflexe de survie, si vous voulez. On leur a dit, vous, c'est pas la peine de vous battre, on vous met de côté. Donc forcément, c'est très, très délétère pour le cerveau. Mais en tout cas, il y a une espèce, au moment, en tout cas, de la première vague, les gens qui ne pouvaient pas se battre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont applaudi aux fenêtres. Il y a eu un mouvement comme ça de cohésion pour les soignants. Il y a des gens qui se sont mis dans leur coin à faire des masques. Il y a des gens qui se sont mis dans leur coin à envoyer des paniers repas aux soignants. Enfin, les gens, en fait, ont essayé de se battre à leur niveau. Le deuxième... de solidarité, on en a une à Bois-le-Roi, justement, qui a très bien fonctionné tout le confinement et c'était très important. Oui, parce que c'est une façon de se battre, en fait, la solidarité. Les gens qui vont le mieux, c'est souvent les gens d'ailleurs qui se sont battus, les gens qui ont été aider les autres dans leur voisinage, les gens qui ont apporté des paniers repas à leurs voisines qui ne pouvaient pas se déplacer. Les couturières qui ont fait des masques et qui les ont distribués, etc. C'est les gens. Et alors après, la question, c'est toujours la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est parce qu'ils allaient bien qu'ils ont été en capacité de se battre, ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont battus qu'ils allaient bien? Et probablement qu'il y a un mélange des deux. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait de se battre, c'est positif pour le cerveau. L'autre chose, c'était la fuite. Pareil, prendre la fuite, là, c'était pas possible. On n'avait pas le droit de se déplacer, on n'a pas le droit on ne peut pas éviter le virus. On n'a pas pu faire comme dans les films de pandémie où les gens prennent leur voiture et partent s'isoler dans un coin où il n'y a personne. Je dis ça, encore que ce n'est pas tout à fait vrai, parce que pendant le premier confinement, on a bien vu que les gens ont complètement fui Paris et qu'ils ont été se confiner à la campagne. Mais globalement, là, on ne pouvait pas vraiment éviter le virus. On sait très bien qu'on n'est pas dans un film et qu'on ne peut pas partir sur une île déserte. Donc, on est forcément au contact, même s'il y a eu plein de régions lors du premier confinement qui étaient complètement épargnées par le virus. Fuir, si on rajoute un petit peu de raisonnement, c'est l'évitement. Donc, l'évitement, c'est quoi? C'est les mesures barrières. Donc, on a beaucoup mis l'action, on a vraiment mis l'accent sur les mesures barrières, sur l'évitement, qui était aussi finalement une espèce de façon de se battre et un réflexe survivaliste. Donc, voilà, on a commencé par le système limbique, si vous voulez, il s'est développé comme ça. Le problème, c'est que ce système limbique, on l'a alimenté en permanence. Le fait de se battre n'est pas suffisant. Le fait de faire des gestes barrières, ce n'est pas suffisant. Le fait de se confiner, ça génère du stress. On a généré un stress énorme par tout un tas de choses qui se sont surajoutées. On a rajouté une brique de stress quasiment toutes les semaines, si vous voulez. Le confinement, ça entraîne de la frustration, ça entraîne de l'ennui. Pendant le confinement, il y a eu tout un tas de craintes réellement survivalistes au début sur
les denrées alimentaires. Il y a eu comme toute une période, hein, souvenez-vous, où on disait aux gens de ne pas s'inquiéter, puisque de toute façon, il n'y avait aucun problème d'approvisionnement, mais il y avait certaines personnes qui étaient très inquiètes quand même, qui du coup prenaient Oui, 18 paquets de farine, oui. et du coup, D'ailleurs, les on gens, était quand on limité au allait, supermarché. bah voilà, quand on allait au Ouais, supermarché et qu'on voyait qu'il n'y avait plus de farine, on disait, ben, oh, à la télé, ils nous disent une chose, mais en réalité, dans mon supermarché, il n'y a plus de farine. c'est ça. C'est bien qu'il y a un problème. Donc évidemment, ça a alimenté aussi tout un tas de théories sur le fait qu'on ne nous racontait C'est pas ça. tout, etc. Donc après, et que ça allait empirer, et qu'il Mm. fallait vraiment se dépêcher de faire des stocks parce que on voulait nous rassurer et nous dire que tout allait bien se passer, alors qu'en fait, il y avait une famine qui allait se déclencher. Il y a la crainte de la contamination, qui est un stress immense. Alors pas pour tout le monde, évidemment. On sait que ce stress augmente en âge. Les gens, de plus en plus, voilà, on sait que les personnes à qui on a répété toute la journée à la télé, c'est les gens de plus de 65 ans, de plus de 75 ans, de plus de 85 ans qui peuvent être à risque, les gens qui ont telle maladie, telle maladie. On sait que la crainte de la contamination, évidemment, c'est du stress. Et puis après, lors du deuxième confinement, on a commencé même à raconter que, ce qui est vrai, hein, attention, je minimise absolument pas la gravité de la maladie, mais on a commencé à raconter que dans les réa, on voyait des gens de 45 ans, 35 Mm. ans, des gens sans antécédents. Donc, évidemment, ça rajoute du stress, de façon légitime, hein. C'est normal d'être stressé quand on imagine qu'on peut finir en réa. La durée très incertaine de la crise, ça c'est très compliqué de savoir combien de temps ça va durer, hein. Alors, on a vu le premier confinement, on a vu qu'en quelques mois, en 6 mois, l'humeur des Français s'est améliorée. On a vu qu'il a fallu à peine un mois et demi pour que ça se Ça va redégrade. dépendre. Ouais. Mm. Et on va voir, alors, si jamais il y avait un troisième confinement, comment les choses se passeraient, en combien de temps l'humeur se dégraderait, est-ce que ça monterait encore plus haut, etc. Donc Mm. voilà, tout ça, c'est évidemment du stress. Alors, les pertes financières, et là, on le voit surtout sur ce second confinement, c'est énorme. La question surtout avec cette dichotomie dont je vous ai parlé, sur les gens utiles, les gens inutiles, les métiers utiles, etc. Enfin, on a créé une espèce C'est un de… très mauvais choix de mots, effectivement. Ben oui, dire que les gens ne sont pas essentiels, Non. c'est quand même c'est assez inadmissible. Donc du coup, ça a généré effectivement des angoisses et des craintes. Ça a généré même des questions existentielles, à savoir, à partir du moment où le gouvernement, les gens disent que mon métier n'est pas essentiel, c'est quoi la légitimité que j'ai à travailler? Qu'est-ce que c'est le sens de ma vie, limite? La porte. Non, mais c'est d'autant plus faux que, bon, enfin, acheter des vêtements, c'est se vêtir est quelque chose d'essentiel. On a vu des choses absolument incroyables sur les tailles des vêtements pour enfants qui sont autorisés à l'achat dans les magasins. En Mais dessous bien de sûr, 18 mois, on peut acheter, il y avait au-delà, on pas de ne peut pas. métier, Ça veut dire il n'y a pas vraiment de métier non essentiel, hein. C'est-à-dire que, en tout cas, ah non, c'était pas bien le bon sûr. choix des mots, en tout cas. Mmh, Et puis les informations. Les informations aussi, c'est problématique parce que ouais, on a souffert à la fois d'informations insuffisantes, tout en ayant une perfusion d'informations. C'est-à-dire que quand on regarde les médias, quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde les choses, il y a une source, il y a énormément, énormément d'avis divergents. On n'entend pas la même chose sur les différentes chaînes, on n'entend pas la même chose qui vient de la DGS. Et alors, au niveau médical, ça a été encore plus flagrant, hein. On a eu ouais. des avis divergents de différents. Enfin, les ARS ne pouvaient pas forcément se mettre d'accord entre elles, on entendait des choses à un endroit et pas à l'autre. Enfin bref, ça a été compliqué. Ça a généré une véritable cacophonie. On n'entendait plus rien, si vous voulez. Et ça Les crée de gens, l'angoisse. ah ben ça, la cacophonie, ça crée, c'est extrêmement générateur d'angoisse. Et donc, du coup, quand je reparle un petit peu de ce système limbique, si on voulait aller un peu plus dans le détail Mmh. du système limbique, c'est un système qui est composé de plein de structures différentes. Les structures qui composent le système limbique, il y a plein de choses, mais les deux grandes structures qu'on cite le plus régulièrement sont les amygdales cérébrales, qui Ouais, sont effectivement très générales, enfin, ce qu'on appelle un centre émotionnel, hein. Souvent, les amygdales sont associées au centre de la peur, et les hippocampes, qui sont associés très souvent à la mémoire émotionnelle, à la mémoire en tout cas. Et donc, du coup, quel est l'impact de tout ce qu'on entend sur ce système limbique? Quel est l'impact d'entendre en permanence la guerre, pandémie, virus, mort, réanimation, quarantaine, etc. Forcément, ça va avoir un impact très important sur notre mémoire émotionnelle. Tous ces mots qui sont colorés négativement d'émotion, hein. Et donc, du coup, on est en train de mettre dans notre tête, dans notre mémoire, des mots extrêmement négativement colorés, si vous voulez. Et donc, du donc coup, ça on augmente le nourrit, en stress. fait, avec des choses négatives. Ah ben, on a coloré notre cerveau de choses très négatives, là. Ça, c'est évident. Donc, du coup, comment il fait notre cerveau pour se défendre de ça? Eh ben, en fait, il sécrète du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui est Le pareil, qui est une stress. hormone de lutte. C'est une hormone de stress à la base. Le problème, c'est que le cortisol, quand il est trop élevé, ben, on se sent un peu stressé. Et puis, à un moment, on épuise nos réserves de cortisol et là, on se sent déprimé, si vous voulez.
Donc, Mm. c'est pareil, ce n'est pas forcément une très bonne chose. Donc, tout ça pour dire que les mots déclenchent des émotions. Les émotions colorent les souvenirs. Donc là, ça les colore négativement. Ouais. Mais les souvenirs redéclenchent des émotions. Donc, on est dans une espèce de cercle vicieux où en fait, on va avoir toute cette période teintée de négativité, mais les émotions en lien avec cette période, on les ressent réellement. Et Mm. quand on repense à des choses négatives, on recrée une émotion négative. Donc, et sauf que là, on est encore dedans. Donc en fait, on est en plein dans cette boucle émotionnelle, si vous voulez. Il faut faire attention au choix des mots. Il faut faire attention au choix des mots. Je l'ai dit tout à l'heure sur la question de non essentiel. Mais pareil, la notion de confinement, Ah bah, c'est ça terrible. peut avoir dans l'imaginaire des gens quelque chose d'extrêmement répressif. Bien sûr. Le confinement, c'est la mise à l'isolement, on imagine, il y a une dimension de prison, c'est Ouais. oppressif, on a l'impression de manquer d'air, si vous voulez, on manque d'espace quand on parle de confinement. Alors qu'en réalité, on n'est pas confiné, on Assigné est à résidence. Mm. assigné, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. On n'est pas confiné, on n'est pas isolé, et la distanciation dont on parle, hein, très souvent, il y a eu pareil, le choix du mot de distanciation sociale. Mais c'est euh, physique, en fait. Bien sûr, on n'est pas dans une distanciation sociale. Au contraire, il faut qu'on soit On peut se parler. dans une surexposition sociale. En fait, il faudrait contrer la distanciation physique par une maximisation, si vous voulez, de notre, voilà, de notre sociabilité. En fait, la distanciation, elle est que physique. Mais la façon dont notre cerveau va traiter l'information va avoir un impact direct physiologique et psychique, puisque je vous ai parlé de tous les neuromédiateurs qui vont être chamboulés et toutes Mhm. les pensées qu'on va avoir. Donc, c'est extrêmement important en fait, d'apprendre à notre cerveau à traiter différemment l'information qu'il reçoit. Mais justement, comment fait-on? Parce que ça implique de savoir déjà de quelle information on nourrit son cerveau. Et en ce moment, vous l'avez dit, il y a plein d'informations qui circulent partout. Certaines sont contradictoires. Il y a même des théories complotistes qui émergent partout sur la toile et même dans les journaux. Comment peut-on faire le tri entre ces sources d'informations pour justement mieux nourrir notre cerveau? Bah, le problème, c'est que c'est très, très difficile en fait, de faire le tri. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a une amygdale qui est suractivée en mode danger, Oui. qui nous dit attention, il y a du danger, et puis on a un cortex préfrontal qui va être complètement inhibé justement par ses émotions, qui nous empêche de réfléchir sereinement. Alors attention, ce que je dis là, c'est pas une généralité, tout le monde n'est pas comme ça. C'est un risque en fait ça. C'est une possibilité que ça arrive. Heureusement, il y a tout à fait des gens qui ont le système limbique qui est au calme plat, qui ressentent une angoisse parfaitement adaptée et qui ont un système préfrontal qui est extrêmement performant, y compris en période de pandémie, hein. Là, ce que je dis, c'est pas quelque chose qui arrive à tout le monde. Ce qui Mais est intéressant, il c'est de n'empêche savoir si les gens qui sont comme ça sont ceux qui ne regardent pas les informations à la alors, il y télé. en a qui regardent les informations, il y en a qui sont ultra connectés aux informations et qui passent leur temps justement sur les chaînes d'information continue, il y en a qui regardent des informations, etc. Donc, c'est compliqué, effectivement. Ce qui est important, en tout cas, c'est de comprendre qu'il va falloir, on peut essayer de rajouter un peu de rationalité dans tout Ouais. ça, ou on peut essayer d'inhiber un petit peu son système préfrontal, parce que quand on est dans cette dynamique-là, où on a une amygdale en mode danger et un Mhm. cortex préfrontal qui est complètement désactivé, forcément, ça va entraîner des distorsions cognitives. Ça va nous empêcher de comprendre correctement les choses qui se passent. Les distorsions cognitives, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les biais de raisonnement. C'est-à-dire que quand on va avoir alors, des biais de raisonnement, là, vous voyez, il y en a un paquet, hein. Tout ça, c'est des biais de raisonnement différents, hein. Donc, du D'accord. coup, on les catégorise dans plein dans quatre grandes catégories qui sont les biais par le fait qu'il y ait trop d'informations, les biais par le fait que ça manque de sens, le besoin d'agir vite, ce qu'il faut retenir. Bien, Mais ouais. globalement, les biais, c'est le fait que notre cerveau va ne pas garder certaines informations, va garder au contraire certaines autres informations qui vont corroborer des pensées préconçues qu'on va avoir, etc., etc., qu'on va complètement oublier une partie du problème, etc., etc. Donc, pour essayer de lutter contre les biais, bah déjà, il faut s'y intéresser un petit peu. Si on s'intéresse un peu aux biais, alors là, je vous ai mis par exemple le site de la menace théoriste, Ouais. qui est un site qui s'intéresse spécifiquement aux biais cognitifs, qui s'est beaucoup intéressé justement à toutes les théories complotistes qu'on pouvait retrouver sur Internet. Donc, je vous conseille vraiment d'aller sur ce site parce que Ouais. comprendre les biais, bah, ça permet de comprendre les tentatives de manipulation, d'où qu'elles viennent d'Internet, qu'elles viennent des médias, qu'elles viennent, etc. C'est très important de comprendre en fait comment notre cerveau fonctionne, comment il réagit par rapport aux stimulations et comment voilà, on a tous des biais, c'est obligé en fait. Un cerveau, on ne peut pas ne pas avoir de biais. Et d'ailleurs, certains biais sont très utiles. Dans certains cas, on a besoin d'avoir une pensée biaisée pour aller plus vite, parce que c'est très important d'aller plus vite. Dans d'autres cas, par contre, les raccourcis, ce n'est pas une bonne idée.
Mm. Donc, voilà, c'est très important de pouvoir comprendre comment notre cerveau fonctionne. Et ça, c'est quelque chose qui ne date pas de la pandémie, hein. On s'intéresse en psychiatrie aux biais cognitifs depuis des années. Il y a des grands psychiatres qui ont fait tout un tas de présentations, de conférences sur les biais, sur le normal, le pathologique, qu'est-ce que le complotisme, en quoi les biais colorent le cerveau, etc. etc. Donc, le conseil que je donnerais aux gens, c'est de s'intéresser en fait, aux biais, d'essayer de comprendre d'où ils viennent. Parce que là, on est dans une situation de peur qui est évidente. Oui, Les médias parlent non-stop et en direct oui, de à ça. notre amygdale, à notre Ouais. cerveau, par tout un tas de canaux différents, hein, mais voilà, par la parole, par les images, par tout un tas de choses, et les inconscients communiquent. Et le problème, c'est qu'on sait que cette peur va nous retirer de notre rationalité, puisqu'on sait que le cortex préfrontal va être un peu désactivé. Donc, une des solutions, ça serait quand même d'être raisonnable à défaut d'être rationnel. Donc, essayer de remettre de la nuance, essayer de remettre de la distance, essayer de Ça, prendre du de prendre du recul. recul. Mm. Exactement. Comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer dans notre propre cerveau, ça permet d'aller mieux tout simplement et de lutter un petit peu contre cette peur et contre ces dysfonctionnements qu'on peut avoir. Mais très bien, ça effectivement, ça me paraît très clair. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que l'on peut faire pour être moins angoissé, moins déprimé? Est-ce qu'on a des outils assez facilement, à notre disposition? Bah, là, on en avait un peu discuté, hein. Globalement, vous avez vu que cette balance cortico-sous-corticale, elle est complètement dysfonctionnelle. Oui. À savoir qu'on a un poids massif du système limbique et Mmh. on a au contraire le cortex préfrontal qui ne fonctionne pas. Donc, la logique, c'est quoi? Bah, c'est de renforcer le système cognitif et de diminuer le système limbique. Très bien. Alors pour ça, il y a plein de façons. Pour renforcer le système cognitif, bah, il va y avoir la partie chimique, parce que j'en ai parlé Oui. un peu tout à l'heure, et la partie psychologique. Donc, comment on fait pour agir sur la chimie du cerveau Mmh. sans chimie? Parce que mon objectif, là, c'est pas de dire aux Sans gens, médicaments. allez Ouais. prendre des anxiolytiques, allez prendre des antidépresseurs, hein. Attention, si jamais la dépression est sévère, si jamais elle dure, si jamais le retentissement est important, si jamais on n'est pas dans la prévention, mais qu'on est déjà dans le traitement, le Là, meilleur il faut, conseil que je peux vous donner, c'est quand même d'aller consulter, bien sûr. d'en discuter, de ne pas hésiter à en parler avec votre médecin généraliste ou de ne pas hésiter à en parler avec un professionnel de santé, parce que Mmh. dans un certain nombre de cas, c'est quand même important de pouvoir traiter la chimie du cerveau. Mais là, l'objectif de ce soir, c'est de donner plutôt des outils qui permettent d'agir sans médicaments. Eh ben, il y a 4 grandes dimensions. La première chose, c'est la lumière. Vous en avez parlé tout à l'heure de la dépression saisonnière. Ouais. La dépression saisonnière, c'est une dépression, c'est une déprime qui n'est pas une déprime, hein, c'est vraiment une dépression avec tous les symptômes que j'avais cités, Qui est lié à la qui baisse de lumière. s'installent Mmh. exactement de manière cyclique au moment où les journées se raccourcissent. Et ça, attention, ça peut toucher un peu tout le monde à différents niveaux. Donc, il va y avoir des gens qui vont avoir des vraies dépressions saisonnières sévères, et puis il va y avoir des gens juste qui vont avoir une perte de tonus, qui vont avoir plus de fatigue, qui vont se sentir moins bien. Le problème, c'est que si on rajoute cette perte de fatigue, cette perte de tonus, plus l'interdiction de travailler, plus le confinement, plus la peur du virus, plus les médias, etc., c'est une brique qui se surajoute, qui se surajoute, qui se surajoute, Mmh. et qui effectivement peut entraîner un vrai symptôme dépressif, une vraie symptomatologie dépressive. Alors, qu'est-ce qu'on conseille aux gens qui peuvent ressentir des difficultés en hiver? Bah, ce qu'on conseille habituellement, c'est de partir à l'autre bout du monde au soleil. Alors là, en ce moment, c'est un peu délicat et puis c'est surtout pas accessible en général, hein. Attention, en réalité, on n'a pas du tout tous les moyens de partir à l'autre bout du monde. Donc du coup, c'est un conseil qui en ce moment n'est pas forcément très utile. S'exposer au soleil, ben, ce serait très intéressant. Le problème, c'est que comme on vient de le dire, le soleil est en train de se cacher. Voilà. Donc on a de moins en moins de soleil. Alors, Mmh. s'exposer au soleil, c'est très important parce que le nombre de lux qu'on reçoit devant une exposition solaire, c'est énorme. 50 000 à 120 000 lux, quoi, hein. Donc on reçoit vraiment une dose importante. Donc D'accord. le conseil quand même que je donne, c'est si jamais il y a un rayon de soleil, il Faut s'y mettre. faut s'y mettre. Il faut essayer de le Mmh. capter. Et on sait que prendre un rayon de soleil le matin, ça permet vraiment de bien démarrer sa journée. Ça permet D'accord. de stimuler tout un tas de systèmes qui permettent de vraiment bien commencer. Donc, si jamais il n'y a pas de soleil et qu'on ne peut pas partir à l'autre bout du monde, une solution, c'est la luminothérapie. La luminothérapie, c'est une vraie technique thérapeutique. Ce n'est pas un gadget, hein, même si on trouve ça, on trouve des lampes de luminothérapie dans les grandes enseignes de commerce ou sur Internet. C'est un traitement, la luminothérapie. Ça se fait dans plein d'hôpitaux, ça se fait Mmh. dans plein de cliniques. L'idée, c'est évidemment de s'exposer de manière importante à une bonne dose de lumière le matin, généralement. Ça se fait dans l'heure qui suit le réveil.
et l'objectif, c'est d'avoir à peu près 10 000 lux. D'accord ? Pourquoi ? D'accord. Parce que quand on fait de la luminothérapie, ça va couper la sécrétion de mélatonine Donc, on est et plus ça va fatigué. augmenter la sécrétion de sérotonine. Mm. Donc, si ça coupe la sécrétion de mélatonine le matin, eh ben, en fait, ça permet de se réveiller, ça permet de sortir un petit peu de la sensation de brouillard, hein, qu'on va avoir. Et en augmentant la sécrétion de sérotonine, eh ben, on va avoir une humeur plus stable et meilleure. Une autre chose qui permet d'impacter de façon très importante le fonctionnement du cerveau, ce sont les nutriments qu'on va prendre, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est indispensable de faire quelque chose sur son alimentation, surtout dans cette période. Alors, Oui. il y a tout un tas de choses qu'on peut faire pour améliorer son alimentation. Déjà, c'est l'enrichir en précurseurs des neuromédiateurs. La tyrosine, le tryptophane, ce sont des précurseurs de la dopamine pour la tyrosine, de la sérotonine pour le tryptophane. Donc, enrichir son alimentation avec ces acides aminés, c'est une bonne chose. Alors, vous regardez sur Internet, il y a des listes de tous les aliments riches en tryptophane, en tyrosine, etc. On peut prendre éventuellement des compléments alimentaires, Oui. mais c'est très important d'enrichir son alimentation avec ces choses-là dans les périodes où on peut avoir des coups de blues. Tout ce qui est vitamines du groupe B, Mhm. la B1, la B6, la B3, la B9 surtout, les folates, ce sont des cofacteurs qui permettent tout un tas de réactions chimiques très importantes dans le cerveau et qui permettent aussi de fabriquer à terme, enfin en tout cas qui participent un petit peu à la synthèse de certains neuromédiateurs. Donc c'est très important aussi d'avoir un bon taux de vitamines. Et quand on fait des dosages aux gens pour vérifier s'ils ont des taux de vitamines corrects, on a des surprises impressionnantes. Des gens qui pourtant ont des alimentations très équilibrées et qui vont avoir en fait des carences en vitamines, notamment en vitamine B9, assez importantes et qui consultent pour des dépressions. Donc c'est important vraiment de faire attention à ça. Les oméga 3, il faut savoir quand même que les membranes cellulaires, les membranes de nos neurones sont fabriquées d'acides gras, hein, de lipides. Oui. Donc les graisses sont importantes et les bonnes graisses comme les oméga 3, 6, 9, etc., avec un bon rapport entre les différents oméga 3, entre les différents oméga, ça va avoir vraiment un impact intéressant sur notre cerveau. La vitamine D qui joue dans l'immunité, Mhm. le zinc, le fer qui joue sur la fatigue et qui sont des cofacteurs. Après, il y a toutes les autres conseils nutritionnels, évidemment, qu'on donne. Je pensais que les sucres rapides, c'est pas bon et pour la santé et pour le cerveau, hein. On sait que ça peut entraîner des dépressions, ça peut entraîner des addictions quasiment, les sucres Oui. rapides. Donc, on conseille de les diminuer, évidemment, et on conseille d'augmenter de manière importante les sucres complexes. Donc, tout ce qui va être euh, céréales complètes, blé complet, etc. Donc, si on peut favoriser les pâtes complètes et le pain complet par rapport aux pâtes blanches et au pain blanc, c'est une bonne chose. Et évidemment, en ce moment, on sait qu'il y a eu des augmentations très importantes des consommations d'alcool là, pendant les confinements. On sait que malheureusement, l'alcool peut avoir certes un effet un peu anti-angoisse au début, de manière très transitoire. On sait surtout que l'alcool majeure de manière très importante les dépressions, majeure de manière très importante les insomnies, que ça déstructure complètement le sommeil et que ça génère énormément d'angoisse, en fait, l'alcool. Et que ça en entraîne à distance de la consommation d'alcool, évidemment. Donc les gens ne font pas le lien. Ils ne se disent pas que c'est à cause des consommations d'alcool qu'ils ont eues pendant le week-end, qu'ils ne se sentent pas bien 4 jours plus tard, et ainsi de suite. Donc c'est très important aussi de les limiter de manière importante. L'activité physique, voilà, ça, on ne revient pas sur la nécessité de faire des activités physiques. On sait que ça va augmenter l'oxygénation des neurones et donc améliorer vraiment la plasticité cérébrale. Et puis la libération d'endorphines, de testostérone, ça va avoir un effet vraiment antidépresseur assez important et puis un effet anti-stress. Il y a tout un tas d'activités qu'il faut mettre en place. Moi, je conseille vraiment l'activité physique à tout le monde. Et puis, se rapprocher des autres. Comme je disais, la distanciation, elle doit être physique, mais pas sociale. Au contraire, il faut essayer au maximum D'être de connecté. se connecter. Mm. Alors, autant il faut se déconnecter de la télévision et se Oui. déconnecter des réseaux sociaux et de se déconnecter de la télé, en fait. Oui, des chaînes Autant d'infos en continu, etc. Bien sûr. une info continue, autant se connecter à des vraies personnes Mm. de son entourage, etc. Ça, par contre, c'est important. Pourquoi? Parce que ça stimule la sécrétion d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est une neurohormone qui est extrêmement impliquée dans l'estime de soi, dans l'humeur, dans l'optimisme. Et donc, du coup, quand on a des liens avec les gens, mais une discussion téléphonique fait l'affaire, hein. C'est très bien de pouvoir voir la personne en visio, mais c'est très important de téléphoner aux gens, en fait. Moi, je Bien. conseille à tous mes patients de téléphoner régulièrement à leur famille, de prendre des nouvelles, enfin vraiment de maximiser au maximum Des échanges. les liens et les échanges. Dans la dimension psychologique, ben, il y a le fait de parler, ne pas rester avec ses émotions non verbalisées, non conscientisées, le fait de sémantiser, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce qui se passe dans sa tête, de mettre des mots sur ses émotions,
le fait de parler, ça fait émerger à la conscience. Et ça, c'est très important. Et l'autre chose psychologique qui renforce le système préfrontal, ben, c'est de l'utiliser. Utiliser son système préfrontal, ben, en fait, c'est le stimuler. Et comment on fait pour Ouais. stimuler son système préfrontal? Eh ben, il faut lire, il faut faire des jeux, il faut écouter de la musique. Et ça dépend un petit peu du niveau, ça dépend d'où on part. Quelqu'un qui passe son temps à écouter de la musique, à faire des jeux, à faire de la lecture, pour stimuler son cortex préfrontal, il va devoir aller un cran au-dessus. Il va devoir, Bien je sais pas, sûr. apprendre une langue étrangère, à faire quelque chose qu'il ne fait jamais. Quelqu'un qui ne lit pas ou qui fait que des jeux, ben, il faudrait qu'il se mette à la lecture. Quelqu'un qui n'écoute pas de musique, ben, se mettre à la musique. L'idée, c'est de stimuler son système préfrontal avec quelque chose que d'habitude, on ne fait pas. Ça D'accord. aide beaucoup. Et puis enfin, il y a diminuer le système limbique. Parce que, voilà, on augmente le système préfrontal, on stimule le préfrontal, mais on diminue le limbique. Et pour diminuer le limbique, là encore, il y a tout un tas de choses qui peuvent être vraiment utiles. Par exemple, la relaxation, la méditation, le yoga, donc tout un tas de techniques qui permettent de calmer, de gérer le stress, en fait, d'apaiser ce qui est en train de se passer. La musique, on sait que ça active le préfrontal quand on en fait. On sait que Mhm. ça diminue le système limbique quand on l'écoute. On sait D'accord. aussi que parfois, certaines musiques un peu toniques peuvent au contraire renforcer le préfrontal, etc. Donc, la musique, en fonction du type de musique qu'on écoute, va avoir des effets très différents sur le cerveau. L'activité physique, comme je disais, ça augmente le préfrontal sur la neuroplasticité, l'effet antidépresseur, etc. Ça a un effet aussi d'apaisement du système limbique. Et une des techniques qu'on conseille vraiment à beaucoup de gens, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est le fait de permettre de moduler son système sympathique et parasympathique. Donc, en fait, les neurones qu'on va avoir dans le corps au niveau du cœur, des poumons, etc., ils sont connectés. Et ils sont connectés à notre cerveau aussi. Il y a un lien entre le cœur, les poumons, le cerveau. On sait que notre respiration, quand on va respirer à un rythme particulier, ça va permettre de calmer le cœur, si vous voulez, ça va permettre d'apaiser certaines choses, et on sait que ça va avoir un effet très positif sur le cerveau. Donc il y a tout un tas d'études scientifiques sur la cohérence cardiaque, on sait que c'est vraiment très bénéfique, on sait que par contre, en faire 5 minutes par jour, ça ne sert à rien. Ce qu'il C'est faut, suffisant. c'est en faire 5, enfin, ce qu'il faut, c'est en faire au moins 2 à 3 fois par jour 5 minutes, D'accord. pendant au moins 21 jours pour en avoir le bénéfice. Et pareil, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais pour la luminothérapie, ce n'est pas une séance qui compte. C'est le fait de répéter un certain nombre de Adapté. séances pendant 4, 5, 6 semaines parfois qui va avoir un bénéfice. Ceci étant, 3 fois 5 minutes par jour pendant 21 jours, ça reste à la portée de quasiment tout le monde pour la fréquence. Exactement. Ouais. Ça reste à la portée de tout le monde. Ouais. Surtout que maintenant, on peut s'aider avec des applications téléphoniques, Ah, ou, par exemple, cette application-là qui permet, on voit une boule qui monte, qui descend, ça permet de caler sa respiration dessus. très bien. On a un minuteur qui nous permet de savoir combien de séances, on se met en mode équilibre, et le mode équilibre, c'est de la cohérence cardiaque. Donc tout ça pour résumer le bien-être psychique, mais c'est aussi valable en fait pour le bien-être physique. On repose Il sur repose des sur des piliers. piliers. Il repose sur des piliers. Et on ne peut pas imaginer avoir une santé psychique correcte si ces piliers ils sont défaillants. Bien sûr. Parfois, on a des patients qui viennent nous voir et qui nous disent docteur, je ne vais pas bien du tout, il faut qu'on me donne un traitement. Et puis, quand on se rend compte un petit peu de leur hygiène de vie, on se rend compte qu'il y a des gros problèmes et que ces gros problèmes, ils sont préexistants à l'état dans lequel ils sont. Parce qu'évidemment, une fois qu'on est déjà dans le fond de la dépression, c'est vachement plus compliqué de faire attention à son alimentation, à son activité physique, à son sommeil. Le sommeil est perturbé par la dépression, on n'a pas faim, on a une perte d'appétit, on n'est pas capable de se lever parce qu'on a un ralentissement physique. Donc, ce n'est pas quand on est dans la dépression qu'il faut faire tout ça. C'est pour éviter d'être dans la dépression qu'il faut faire tout ça. Là, tout ça, c'est du préventif. Alors, évidemment, quand on est dans la dépression, le fait de faire tout ça va aider à en sortir. Mm, Le fait de reprendre le contrôle sur ces 4 piliers, évidemment, ça a un effet thérapeutique. Mais bien sûr. là, vraiment, ce qu'on donne, c'est des effets préventifs. Donc, le sommeil, l'alimentation, l'activité physique et la régularité, c'est-à-dire le cadre dans lequel on va faire tout ça, le fait d'avoir des organisateurs chronologiques, le fait de se réveiller à la même heure, de s'endormir à la même heure, de manger à la même heure, de faire certaines activités à la même heure, d'avoir une routine, une régularité, c'est extrêmement important pour le cerveau. C'est un véritable cadre dans lequel on se met. Et du coup, je conseille à tout le monde de regarder la chaîne qu'on a fait, puisque du coup, on a fait des petites vidéos sur comment gérer son sommeil pendant le confinement, avec tout un tas de conseils sur Mm. comment on peut améliorer son hygiène du sommeil et comment on peut préserver ses règles de vie. Donc, en définitive, il y a plein de choses à faire pour pouvoir se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Il y a plein de choses, plein de petits outils qu'on peut mettre bout à bout. Chaque outil pris indépendamment n'est pas très coûteux. Maintenant, c'est vrai que ça demande malgré tout un investissement. Changer son alimentation, ce n'est pas simple du tout.
faire attention à son sommeil, éviter de prendre de l'alcool, tout ça, c'est vraiment des conseils de bon sens. Mais c'est important de comprendre que ces conseils vont avoir, ce n'est pas uniquement, on ne dit pas ça juste pour appliquer des recommandations. Ça a réellement un impact sur cette balance cortico-sous-corticale dont je parlais. Ça va vraiment améliorer votre système préfrontal et ça va vraiment diminuer votre système limbique. Et en faisant ça, ça permet quand même d'améliorer les choses. Donc Parfait. normalement, là, c'était le temps pour les questions. Malheureusement, malheureusement non. Merci Alexis Bourla pour cet exposé passionnant. Évidemment, donc nous avons un problème technique, nous ne pouvons pas prendre de questions de nos auditeurs en direct, mais nous allons partager cette conférence et nous ne manquerons pas de vous faire parvenir les questions des BACO qui en auraient, et je suis sûre qu'ils en auront. Je vous remercie. Merci bien, très bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.